l'école d'architecture. Je suis très heureux d'accueillir ce soir Manuel Tarditz, donc, qui est architecte français, mais installé à Tokyo depuis 95, je crois. Donc c'est l'agence Minka. 85. Déjà de plus. Ah oui, d'accord. Enfin, j'avais compris que le diplôme était en 80. C'était le diplôme à Malaquais, non? Le diplôme français. Français. 84. Avant le départ. C'était la clé pour le départ. D'accord. Mon diplôme, on part pas. Voilà. Rappelez-vous-en, sans diplôme, on ne part pas, on vous garde ici. Et donc, vous allez nous présenter votre activité d'architecte à Tokyo et dire également que vous publiez pas mal de livres, notamment Tokyo Portraits et Fiction, qui a été très, très publié, qui a eu beaucoup de succès. Voilà, donc, alors juste pour les études, certains étudiants cette année sont partis à Tokyo au mois de novembre pour un studio, et on leur avait fait visiter aussi l'exposition de Metz sur l'architecture japonaise de l'après-guerre. Ouais. Donc ils sont sensibilisés à tout ça. Voilà, donc Georges Heinz, je te laisse présenter Manuel, puisque comme d'habitude je dis un petit mot au nom de l'école, et ensuite l'enseignant qui a invité le conférencier fait une présentation plus argumentée. Voilà. Merci. À toi l'argumentaire. Merci monsieur le directeur. Merci d'être venu. Merci à toi. Ça fait longtemps que tu es invité dans cette école, mais c'est difficile. Donc on a saisi l'occasion. Tu fais un projet pour les jardins à Chaumont. Oui. Donc la main dans le cambouis. Voilà. T'as la main verte, mais t'as la main bleue. La main verte et la main bleue. Et donc on en a profité pour te faire venir. Donc merci d'être là, merci d'avoir pris le temps dans ce temps court où tu es ici, d'être venu nous voir à Strasbourg, nous parler de ton travail. Pourquoi ça fait longtemps que je voulais te faire venir? D'abord quelques mots sur ta carrière, parce que on a à la fois des étudiants qui sont en licence, mais on a aussi pas mal d'étudiants en master et qui sont en PFE aussi. Et je pense que c'est très déterminant ton diplôme d'abord à Malaquais, et très tôt, tout de suite, en fait, tu complètes ça par un diplôme à l'université de Tokyo, ce qui est quand même pas rien. C'est même extrêmement ardu, puisqu'il y a l'obstacle de la langue, mais il y a aussi une démarche qui est complètement différente. Tu as là pour maître, parce qu'au Japon on peut parler comme ça, Fumishino Maki qui est un des grands architectes métabolistes, qui a fait Harvard, mais dont le maître à penser c'est Kenzo Tange. Donc on est là dans cette filiation très forte au métaboliste, et je pense que c'est quelque chose qui t'a extrêmement marqué. Et c'est ce que j'aime dans cette démarche, c'est comme chez Maki et plein d'autres métabolistes, c'est cette originalité d'être à la fois dans le répertoire très moderne et en même temps d'être situé. D'être situé à la fois dans une démarche, d'être situé à la fois dans une façon d'aborder les territoires et d'aborder la question de la discipline architecturale. Et j'aime particulièrement bien cette liberté, cette grande liberté que tu as, et je pense qu'il s'est forgé au travers de ces influences d'enseignants marquants qui ont à leur tour aussi emprunté à l'architecture moderne leur vocabulaire principal, mais qui ont su l'adapter en permanence à la fois à la singularité de la culture japonaise, mais aussi un peu comme un situationniste à chaque fois aussi tu es au programme. C'est-à-dire qu'en France, tu serais dans la catégorie des éclectiques qu'on ne sait pas où mettre, et donc qui, a priori, sont des gens incertains, voire volages, qui sont capables de travailler avec le voire fantaisistes, qui sont capables aussi bien de travailler avec le béton qu'avec l'acier, qu'avec le bois, pour faire des choses soit très transparentes, soit totalement opaques. Donc t'es un instable, quoi. Et donc dans cette instabilité, en fait, il y a une rigueur. Dans cette instabilité, il y a une grande liberté, et il y a surtout cette capacité à saisir, voilà, la question du projet à travers des notions importantes qu'on connaît peu ici, mais dont vous avez forcément entendu parler, l'engawa, c'est-à-dire l'entre-deux, le ma, le vide, et je dirais aussi pour toi le oku, c'est-à-dire cette idée de la complexité des couches, cette façon de voir sans regarder ou sans être vu, qu'on connaît chez nous sous la forme de la persienne,
mais qui dans l'architecture que tu développes, selon les situations, permet de retrouver des identités, des parcours et de saisir des options qui font qu'à chaque fois, chaque projet est une aventure. Il y a une sorte de réinvention et je trouve que c'est la liberté fondamentale. Tu n'es pas enfermé ni dans un vocabulaire ni dans une attitude, et ça vous a permis, à l'époque où on s'est rencontrés, de gagner le siège de la télé NHC, c'est bien, c'est NHA, mais aussi bien d'autres prix. Il y a 2 ans, le prix quand même de l'Institut des architectes japonais. Je tiens à dire que tu es le seul architecte français que je connaisse qui soit établi depuis aussi longtemps au Japon et qui avait une vraie démarche personnelle, c'est-à-dire qu'il ne soit pas pris dans un système, un groupe, une entreprise. Tu as des associés, donc depuis maintenant près de 30 ans. Tu es le plus japonais et le plus exotique aussi des architectes français en Asie, et je trouve ça absolument formidable. Je tiens aussi à dire que tu as une activité évidemment d'enseignant. Tu es professeur à l'université Meiji à Tokyo, ce qui est loin d'être rien non plus, et tu es aussi vice-président de l'Académie internationale des arts. Ce qui montre aussi en quoi ton éclectisme t'amène aujourd'hui en France pour faire des jardins à Chaumont, qui est une référence, mais tu es aussi écrivain. Écrivain, aussi bien à La Cigale, des romans, que ce magnifique ouvrage, Tokyo Portrait et Fiction, qui a tellement de succès qu'il a été réédité. Je t'en remercie. Mais d'autres articles, d'autres ouvrages, j'avais été impressionné. Et je tiens à remercier aussi Albert Dubler de sa présence, parce qu'on s'est rencontrés à nouveau au Japon il y a quelques temps pour l'Union internationale des architectes, où tu as fait une magnifique exposition avec des travaux aussi d'étudiants sur la question de l'urbanisme au Japon. C'est-à-dire que contrairement à nous qui sommes en expansion, quoique modérée actuellement sur notre territoire, au Japon la question s'est inversée. C'est-à-dire que la population baisse à une telle grande vitesse que va-t-on faire de tous ces bâtiments, que vont devenir les banlieues, que vont devenir les centres-villes quand la population va se diviser par 2 en l'espace de 30 ans. Donc qui est une question inverse de celle de la congestion urbaine, mais ce qui serait celle de la décongestion urbaine, ou en tout cas, quelle place à la nature, quelle place aux infrastructures, etc., dans une société qui est en perte de vitesse pour des raisons démographiques. C'est une question fondamentale. Votre travail m'avait extrêmement impressionné. Et l'occasion, c'était celle aussi, c'est pour ça que je remercie notre ami qui est maintenant au téléphone, puisque cher Albert, lâche le téléphone, s'il te plaît. Cher Albert a été élu à ce moment, et je tiens à le souligner, l'Union internationale des architectes, c'est le plus grand organisme mondial des architectes. Et le seul, d'accord? Donc ça rigole pas. Et Albert Dubler en a été le président pendant 1 an. Un Alsacien, 3 ans, pardon. Pendant 3 ans, président de l'Union internationale des architectes, pour un Alsacien, c'est quand même un beau score. Et il est là ce soir pour te recevoir, puisqu'évidemment, il est allé souvent au Japon. Je voudrais aussi te remercier pour avoir accueilli Brian et Kennedy, là-haut, montrez-vous. Voilà, cet été, pour un stage qui les a marqués, magnifique. Ils étaient très bien, évidemment, ils viennent de cette école. Et on les a accompagnés à Shanghai pour les workshops, et tu les as accueillis pendant 2 mois, donc ça a été formidable pour eux de clore leur tour asiate par le Japon. Voilà, de nombreux prix, de l'enseignement, de l'écriture. Tu es un athlète complet, tu as une société de 25 personnes avec 3 associés. Et je trouve ça formidable parce que le Japon, je peux vous dire que c'est vraiment très difficile d'y travailler, voire impossible. C'est pas pour rien que tu es à peu près le seul. Et je t'en félicite, et tu vas maintenant pouvoir nous parler. Je m'excuse de la longueur, mais depuis le temps qu'on t'attend, je voulais quand même te recevoir comme il faut. Donc voilà, je me réjouis de voir la suite de tes œuvres. Moi aussi, merci. Merci pour cette introduction. Merci à l'école, merci à son directeur de me permettre d'être devant vous ce soir. Merci aussi à Albert d'être venu. Donc, je prends en vol ce que vient de dire Georges, oui, cet ami de longue date. J'ai failli dire Kennedy, tu te rends compte? Bref, Georges, à propos de Maki, et ça remonte à la fin des années 80, quand je travaillais chez lui,
Et il y avait quelque chose qui me chiffonnait, comme je pense ça pourrait chiffonner beaucoup d'entre vous si vous y alliez, c'était qu'on travaillait beaucoup en maquette, vraiment énormément en maquette. On ne jugeait sur pièce qu'en maquette. Il n'y avait pas d'autre. À l'époque, il n'y avait pas l'ordinateur. Hein. C'est vrai. Mais même encore aujourd'hui, on juge sur des maquettes, pas sur des dessins d'ordinateur. Et ce que je veux dire, c'est pas tellement la maquette, qui est effectivement un vecteur de compréhension de l'espace, parce que d'abord c'est ludique, et puis on regarde à l'intérieur, c'est pas uniquement un objet, parce qu'on peut. Les maquettes, on en fait à toutes les échelles. Mais c'est que par rapport à l'éclectisme dont parlait Georges, Mackie demandait, par exemple, je me rappelle, sur une université, j'ai fait 8 ou 9 maquettes du même programme, qui était un élément de bibliothèque, enfin une bibliothèque pour les étudiants. Et j'ai fait la même chose aussi pour un bâtiment qui était le club des étudiants. Et je dois avoir fait 8 ou 9 maquettes. Et Mackie arrivait, regardait les maquettes, il posait, j'avais passé des heures, voire des journées à faire une maquette. Même chose avec les autres. Il regardait, il dégageait, il regardait, il reprenait à nouveau. Et pour Mackie, il n'était pas le seul d'ailleurs, pour Mackie, la bonne solution, ça n'existait pas. Il y avait des solutions, et entre la maquette A, B, C, D, E, et ça pouvait continuer, et parfois il disait, continuez, il lançait pas de piste, continuez, faites-moi d'autres maquettes. En fait, c'était, mais quelle maquette? Qu'est-ce qui fait que la solution A est moins bien ou mieux que la solution D ou E? Pourquoi faire une 8e, une 9e, une 10e maquette? Il ne s'agissait pas de refaire la même maquette, c'était une autre possibilité, une autre solution. Et donc c'était quelque part la mer. Pourquoi continuer à faire? Il n'y a pas de direction, donc sans direction, que faire? C'était parce qu'il essayait. C'était déjà un monsieur qui avait un certain âge, il avait 60 ans, il était déjà Pritzker Prize, donc c'était pas n'importe qui. Et ce monsieur, qui donc était un des grands architectes du Japon et même du monde, était encore à essayer des petites maquettes, à voir quelle était la solution A, B, C, D, E, et ça continuait. Et c'était... Ça, j'ai appris une chose, c'est que la solution parfaite n'existe pas. Il y a des solutions, on discute, on prend un morceau, on prend un autre morceau, on rechange, et ça fait évoluer le projet, sans dogmatisme. C'est un peu ça, je dirais, l'éclectisme. L'éclectisme, c'est souvent un terme assez décrié. Pour moi, l'éclectisme, c'est ça. C'est le bon usage des idées, des concepts, et qu'on travaille. C'est un travail, c'est comme un sculpteur qui essayerait qui prendrait un énorme bloc de pierre, et qui taillerait, et qui aurait une légère idée, mais qui essayerait des choses en taillant son bloc de pierre. Et si on se trompe, on se trompe. On prend un autre bloc de pierre. Voilà. Donc le présent, intensément, je commence... Vous verrez ce que c'est, je ne dévoile pas trop la chose, mais pensez à ces deux termes. En fait, ce sont les termes qui viennent du moine Dogen, qui est le moine Dogen. On repart au XIIIe siècle, 1200, qui est l'introducteur du zen au Japon. Pas que je sois ni moine, ni un zéniste avéré, mais cette pensée est très belle, le présent intensément. Le présent, on est dans le présent. Moi, l'architecte, c'est quelqu'un qui, pour moi, est fondamentalement du présent. Il n'est ni du passé, ni du futur. Il est dans le présent, mais il se sert de tout. L'éclectisme, il se sert du temps à venir, du temps qui est derrière, du temps à rebours, et il est dans le présent et il fait. Autre chose, c'est une phrase que ma mère me sorinait pendant des années, c'est une phrase bien française, 18e français, vous la voyez. Et elle me sorinait pas ça à cause de l'architecture, parce qu'à l'époque j'étais pas architecte, il n'y avait pas d'architecte dans ma famille. Elle me sorinait ça quand je faisais mes rédactions, et quand je suis passé aux alentours de la 4e ou la 3e, je suis passé de la rédaction, comme certains d'entre vous, à la dissertation. Et donc elle relisait mes dissertations à la maison, ce qu'il ne faut jamais faire en fait. Les parents ne sont pas censés voir les devoirs de leurs enfants. Enfin, elle le faisait, et elle m'énervait beaucoup en me disant à chaque fois, mais voilà, ça veut dire réécrit, c'est pas bien écrit. Il faut que ta pensée soit claire, et il faut qu'elle soit clairement exprimée. Une pensée qui n'est pas clairement exprimée, c'est pas un problème de forme, c'est un problème de fond. Une pensée qui n'est pas clairement exprimée, c'est une pensée qui n'est pas clairement pensée. L'idée n'est pas claire. Donc la forme ne peut pas être claire. Et donc, à travers toutes ces maquettes maquiesques, si je puis dire, il y avait une pensée claire derrière. Il y avait quand même une direction qui apparaissait petit à petit, ça se dégageait. Voilà. Rendons à César ce qui est à César, nous sommes 4, je ne suis pas tout seul au Japon, voilà mes 3 autres partenaires, alors le plus grand, le plus beau, nous sommes 4, et en fait ce que vous voyez là, c'est pour dire que le Japon, en plus c'est pas une chose unitaire, c'est une petite île dans laquelle ne vivent ou survivent, si je puis dire, que 400 personnes, c'est une petite île qui fait 4 km par 2,
en pleine mer intérieure du Japon, entre la grande île de Shikoku et la grande île de Honshu, qui sont deux des îles principales du Japon, et il y a une mer de petites îles, vous connaissez peut-être la plus célèbre d'entre elles, Naoshima, dont on entend souvent parler, à cause des bâtiments de Hondo, entre autres. C'est une de ces îles, il y en a des centaines, et il y en a une ou deux très connues, et il y en a plein qui ne sont pas connues, mais le problème est le même, ces populations vieillissent, diminuent, partent, et dans 20 ans, à mon avis, il n'y aura plus personne sur cette île. Ce sera une île, comme les Japonais disent, sans hommes. Parce que l'économie part, parce que dans cette île, il n'y a plus que 16 enfants, dont il y a un énorme lycée, dans lequel vous avez 16 enfants, et je parle des gens, ça va des gens de 5 ans jusqu'à 14 ans. Et ils ne font même pas une équipe de foot. Et c'est simplement terrifiant. Et je vous montrerai un des projets qu'on a fait sur cette île-là, qui était fait dans un festival. On a pris cette photo-là parce que, pour nous, c'était le bout du monde. On est au Japon, mais nous, Japonais, enfin, nous, Français du Japon, ça, c'est pas notre pays, c'est pas notre coin. C'est comme si vous étiez strasbourgeois et que vous aviez une petite île française au milieu de l'Atlantique où vous alliez. C'est un contexte totalement différent du contexte. Vous verrez, je vous montrerai le dernier projet qui est en train de faire actuellement. Vous verrez le contexte dans lequel je vis au quotidien. C'est pas du tout ça. C'est pour vous montrer que le Japon est multiple. Il est pluriel. Voilà où j'habite. C'est Tokyo. C'est la plus grande conurbation du monde. C'est 40 millions de gens. Donc c'est énorme. Vous voyez le Fuji. Alors ça, je suis un peu dans le comment ça s'appelle, dans le stéréotype. Et je vous montre ce que c'est que cette étendue. Et là, on est à 80 km de la montagne qui se trouve là-bas, le mont Fuji. Et vous avez jusqu'à la première barrière, c'est pas la ligne bleue des Vosges, mais presque. Vous avez une urbanisation. C'est un dessin qui est extrait de mon livre sur Tokyo, Tokyo's Eviction, dont Georges a parlé. On peut le penser comme un artiste. Un ami qui fait des graffitis à qui j'avais demandé d'illustrer mon livre en lui donnant des thèmes. Il en a pris un, et pour ceux qui connaissent Tokyo, c'est deux choses. C'est à la fois une espèce d'environnement chaotique, et en même temps, quand on connaît Tokyo, on repère des choses. Et l'état de grands bâtiments, celui-ci, celui-là, ça c'est Roppongi, ça c'est... Roppongi, ça c'est un musée, un musée d'art moderne, ça c'est Shinjuku. Donc, dans cette espèce d'énorme dessin qui a l'air d'être un manga ou une bande dessinée, en fait, il est très réaliste. Il met des détails qui font penser à tout japonais qui regarde ça, qui y voit. Ah, mais c'est Tokyo, là, il y a ça, puis il y a ça, il y a ça. En fait, c'est ça. C'est pas une ville, c'est pas uniquement une conurbation gigantesque de 40 millions de gens, c'est aussi un ensemble de points, et chacun a sa carte dans sa tête. Moi, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Chacun a sa vision de la ville, a sa vision de l'espace dans lequel il vit. Alors voilà la vision un peu fantasmée, mais qui quand même se base sur une réalité. Voilà la réalité. Ça, c'est une autoroute intra-urbaine qui passe et qui surplombe une autre grande avenue. Ça date des années 60. Donc les Japonais, vous voyez, en années 60, ont carrément refait un énorme réseau autoroutier dans leur ville, superposant ça aux anciens canaux, aux anciennes rivières, aux anciennes avenues qui sont toujours là, pour doubler ou tripler le réseau. Et voilà ce que mon ami en fait. De nouveau, c'est les réseaux. Mais là aussi, ça se base sur des choses très précises. Il travaille qu'avec des photos. Hein. Donc, il part à part de photos qui ensuite il extrapole. Mais c'est à la fois une vision onirique, étonnante, parce qu'elle symbolise vraiment ce qu'est Tokyo, et en même temps, c'est pas la réalité. La réalité, c'est quelque part, c'est ça aussi. Ça, c'est une étude que j'avais faite, dont Georges vient de parler, et que Albert avait sans doute vu, que j'avais faite avec des étudiants au moment du congrès de l'UI à Tokyo. C'était pour exprimer en quelques dessins, il y en avait une trentaine ou une quarantaine, en quelques dessins, ce qu'est Tokyo quand on commence à regarder ça du point de vue du planificateur, de l'architecte, de l'ingénieur en réseau. Et vous voyez, et je n'en passerai pas beaucoup de temps là-dessus, vous voyez que cette ville, cette conurbation de 40 millions de gens, elle est extrêmement claire. Le point zéro du Japon, vous repérez tout de suite des radiales et des concentriques. Et vous repérez très vite aussi que la zone jaune, c'est la zone urbanisée, elle se trouve, c'est un peu le jeu de la poule et de l'œuf, hein, qui est d'abord, vous devez avoir l'œuf, vous devez avoir la poule. Est-ce qu'il y a d'abord la radiale et ensuite il y a l'urbanisation, ou est-ce qu'il y a l'urbanisation et ensuite la radiale vient se poser dessus et elle l'entraîne, on ne sait pas trop. Il y a toujours ce jeu que je viens de dire, mais vous voyez quelque chose de très clair. C'est complètement jaune uniformément ici, et il y a ces doigts sur les radiales qui partent vers l'extérieur, et vous avez les concentriques qui butent
la gêne principale, c'est la baie de Tokyo, et même, ils ne butent plus parce qu'en fait, ils sont en train de creuser des tunnels, des ponts, et donc même aujourd'hui, sur 30 km, on passe. Donc, pour vous dire, c'est cette réalité multiple. On parle de la même ville, on l'exprime comme ça, parce que c'est aussi un cadrage, hein. On l'exprime comme ça, on l'exprime comme ça, on l'exprime comme ça, voilà, et on parle du même objet. Alors, comme vous êtes étudiant, je vous ai amené des exercices de style. C'est une partie de notre travail, on est très protéiforme, comme l'a un peu souligné Georges. On travaille à de multiples échelles, on travaille de multiples choses, ça va de l'installation, du mobilier, de l'intérieur, d'un jardin, là, comme à Chaumont par exemple, à des écoles, des bâtiments de bureaux, donc c'est très très varié. La seule logique, si je puis dire, le seul point commun à tous ces projets, vous verrez, ils sont variés dans les structures, dans les formes, c'est la logique de projet. J'y reviendrai en développant. Et donc l'exercice de style, c'est un terme que j'ai mis après. Hein, c'est pareil. Ça n'a pas été pensé au départ comme un exercice de style, mais quand parfois l'architecte réfléchit après coup. J'ai essayé de rendre une certaine logique, parfois une cohérence, parfois à ça de nos travaux. Et c'est effectivement pas pensé comme un exercice de style, mais ça en était. Voilà, je vous montre. On est appelé il y a quelques années pour faire la scénographie d'une exposition sur... Ben voilà, Snoopy. Oh, Snoopy, mais quoi Snoopy qu'est-ce qu'on va faire une scénographie sur Snoopy Bon, j'aime bien Snoopy, les petits cartoons, mais bon, de là à faire une scénographie sur le chien... Et donc, on se met tous autour de la table, on est 4, on travaille à 8 mains, hein, c'est comme du piano, avec notre staff souvent, et on lance des idées, que faire Snoopy, le thème Snoopy, voilà, quelqu'un essaie... Et ce qu'on fait, il y en a un qui a une idée, il y a toujours une idée, et on se renvoie la balle, hein, c'est du ping-pong. On se renvoie la balle, il y en a un qui a une idée qui dit pourquoi on ne ferait pas une sorte de motif, et finalement l'idée devient une brique. Et c'est une brique à 6 côtés, comme vous voyez, avec le motif creusé dedans qui est Snoopy, comme ça à 6 côtés, c'est à 6 positions. Donc c'est la brique de Miss, mais transformée avec Snoopy, avec le thème Snoopy, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Là, vous voyez vraiment, tout le monde comprend, ah oui, c'est Snoopy, bien sûr, mais non, là, là, les gens commencent à plus savoir qui est Snoopy, parce que Snoopy, il y a le Snoopy australien avec les têtes en bas, il y a le Snoopy français avec la tête de côté, le Snoopy japonais, c'est celui-là, bien sûr. Alors ça, c'est japonais, bien sûr, c'est au centre du monde. Vous êtes plutôt à l'ouest, donc vous êtes plutôt... Ça, c'est les Australiens. Non, les Australiens sont plutôt... Voilà, ça, c'est l'Australien, le dingue qui a la tête en bas, et puis le français, il est de côté, là, je vois pas, mais je vais en retrouver un. Ah, voilà, le français, il tombe en avant. Hein, vous êtes à l'ouest. Et donc, on continue, et quand ça se termine, ça fait ça. Ça fait une sorte de moucharabier, ou de paravent, ou d'objet non identifié, à travers lequel la lumière passe, et ça servait en contre-jour, ou derrière, à mettre les objets des artistes, des architectes aussi, des artistes, des objets qui avaient travaillé sur le thème Snoopy. Alors ça, c'était une œuvre, il y en avait plein d'autres, et notre mur faisait 30 mètres de long, il était rétro-éclairé, enfin éclairé par derrière, et donc il servait de fond à l'exposition. Et là, vous voyez, on passe de la brique au mur, donc on passe du thème Snoopy, on ne savait pas très bien comment utiliser, au problème d'architecture. La brique qui fait le mur, et dans le mur, la brique, elle est un élément, mais finalement, elle se perd. Comme une brique, dans un grand mur de briques, vous ne voyez plus l'élément brique. Et ça, c'est ça. La même chose, c'est à Yokohama. Donc, notre agence est à Yokohama, qui est une ville qui est tout près de Tokyo. C'est la ville voisine, en fait. Et Yokohama a une agence, un service culturel, et ils ont, tout à fait au bout, on ne le voit pas là, un vieil entrepôt, que nous avons d'ailleurs par ailleurs réhabilité, et dans lequel ils ont leurs expositions. C'est un entrepôt, une sorte de frac local. Et la rue est là. Et ils nous disent, mais la rue, pour faire venir les gens, là il y a 40 mètres pratiquement, c'est écrasé, mais il y a 40 mètres, les gens ne viennent pas, c'est pas très visible, il n'y a pas d'entrée qui fait venir les choses. Alors, vous seriez gentil, vous seriez aimable, si vous pouviez trouver quelque chose pour faire venir les gens. Et il y avait un budget, il y avait 0 budget, ou très peu de budget, parce qu'il y a très souvent des projets au Japon dans lesquels il n'y a pas de budget, ou très peu de budget. Et donc, on se creuse la tête, et là, on est parti. Là, je pense pas que vous sachiez ce que c'est. Ça nous a pris beaucoup de temps. On s'est mis avec des... Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, l'objet de départ? C'est un ready-made, en fait. Hein. On part d'un ready-made. Non?
on est parti d'un cintre, le cintre du commerce qui vaut 3 francs 6 sous. Et là, on a assemblé 16 000 cintres. On a fait des pyramidions avec les cintres. C'est un premier objet avec les cintres. Un pyramidion, comme c'est le triangle, c'est statique, ça ne bouge pas. Et donc, avec nos pyramidions, on a assemblé ensuite nos pyramidions et on a fait ce tunnel qui fait 30 mètres de long. Vous allez voir, on voit mieux les cintres. Enfin, si on regarde bien, on voit le cintre. Vous voyez surtout un petit peu le pyramidion. Bah oui, je vous avais demandé tout à l'heure le pointeur, c'est pour pointer. Donc voilà, vous avez un pyramidion là, vous les voyez un petit peu. C'est très arachnéen, donc ça disparaît, parce que comme c'est transparent, on voit à travers, on ne se rend pas très bien compte des formes. Mais le pyramidion, il est là, vous en avez un là. Et donc, avec, je ne sais plus combien, le temps passe et même la mémoire s'affranchit de la réalité. On a travaillé 6 semaines dessus, si je ne me trompe pas, et on a travaillé à, je crois, 15 ou 20 personnes. On s'est relayé avec des étudiants, avec des volontaires, pour faire les pyramidions. Alors, le pyramidion, c'était quelque chose de très simple à faire, hein. Mais par contre, l'idée qui était derrière était la chose essentielle. Et ensuite, quand on a construit ça, c'était le ready-made. Le ready-made, c'est le cintre, l'objet terminal, c'est un objet. Le lieu qui arrive à la fin, c'est plus du tout un cintre, c'est tout à fait autre chose. Et le soir, ça devient carrément... c'est le son et lumière, c'est Strasbourg, le soir avec les projections. Hein. Un autre exercice de style, alors l'exercice de style, là, il paraît, alors regardez bien parce qu'il est un peu palo, c'est une baraque de plage, et chaque année, ce client qui vendait du tabac au Japon, là, tout ce qui est blanc là, c'est le sable, c'est la plage. Vous êtes sur une baraque, vous êtes sur la plage, là, c'est le blanc, c'est la plage. La mer est en bas, là, moi je suis dans la mer, là, je suis dans l'eau, j'ai pied dans l'eau. Derrière, il y a une route, ici. Et donc, il nous demande un programme extrêmement simple, une sorte d'estrade posée sur le sable, avec des tables, derrière des endroits pour se changer, pour que les gens puissent aller se baigner. Et là, la cuisine, et enfin, une très légère restauration. Donc, un objet posé sur le sable. Et on a eu cet objet posé sur le sable, non un chien, à faire pendant, je crois, 8 ans ou 10 ans. Alors, le même programme, le même objet, la seule chose qui changeait, c'est le budget. Chaque année, il y a un peu moins de budget. Et bon, c'était un peu embêtant, un peu moins de budget, un peu moins d'honoraires, bon, mais on s'habituait à tout. Par contre, ce qui était plus difficile à traiter, c'est que le fait que le projet ne changeait pas, c'était toujours le même programme, le même endroit, et le client avait dit « Non, mais c'est très bien, vous, la première année, vous avez trouvé le plan idéal, chaque année, il pouvait y avoir éventuellement une marche en moins, ou disons une travée en moins, mais c'était à 95% le même projet. » Au bout de 8 ans, on finit par en avoir marre du même projet. On ne fait pas 14 fois le même projet, ou 8 fois le même projet. Alors aujourd'hui, on a passé le relais, c'est des anciens de chez nous qui continuent à faire l'objet chaque année. Ça dure 2 mois en fait. C'est pour ça qu'il doit être très léger, pas transportable, mais fait sur place, facilement cassable. Et ensuite, on refait la même chose l'année prochaine, l'année suivante. Alors ce qu'on a fait, nous, à partir pratiquement du même plan, on s'est intéressé aux structures. Il faut en fait que ce soit une estrade, et l'estrade doit être protégée par un toit. Et tout le projet, c'est la matière, quelle matière choisir cette année. Enfin, c'est nous qui inventons la chose. Hein. C'est nous qui répondons et c'est nous qui proposons. Quelle matière et avec quelle matière, quelle structure. Voilà. La première année, on était sur du MDF, avec des grands panneaux de particules en bois. Bon, comme c'est pas très pérenne, mais ça dure 2 mois, donc ça va. Vous voyez le sable. Et donc là, l'estrade est derrière. Là, c'est en fait, l'estrade, le niveau, il est là. Hein. Ça, c'est la rambarde, en fait, c'est un seul tenant. Et vous avez des sortes de parasols au-dessus qui protègent les gens. Alors, vous allez voir la même photo, pratiquement, le même angle, avec les différentes options au fil des années. Alors ça, c'est la version parasol, parapluie en bois. Et voilà ce qu'on voit de l'intérieur. Donc on est sous les parasols, on est protégé du soleil et de la pluie éventuellement. Et vous voyez donc la mer, là où je suis, hein, j'ai les pieds dans l'eau, donc, par rapport au plan. Voilà donc la vue. Je reprends la même chose l'année suivante. Et là, on a fait ça avec des échafaudages. Donc là, on a une structure métallique et un toit en papier. Papier un peu huilé, hein, parce qu'il partirait, et puis il y a du vent, on est près de la mer. Donc là, c'est une structure en métal, mais vous voyez, c'est le même projet. Hein. Sauf que c'est pas du tout le même projet à la fin, finalement. Hein. Ce sont, quelque part, c'est les maquettes de maquis. On a un thème, et on travaille à partir du thème.
C'est un jeu sur le thème. Ce sont des exercices de style. On aurait pu donner ce projet à des étudiants en disant voilà, cette année on fait la baraque sur la plage et vous avez le droit à tous les matériaux que vous voulez, tous les matériaux possibles. Faites, messieurs, mesdames, faites. C'est ça. Voilà, donc là, on a la même vue. Moi je trouve ça très californien quelque part. J'entends bien les Doors là, quelque part un peu. Et puis un petit. Non, bon. Ouais, c'est légalisé donc. C'est pas toi qui me contrediras, Georges. On en reparlera après. Voilà, donc le même toit. L'année suivante. Anti-officiel. C'est le saké. C'est le saké, oui. Vous pouvez pas saquer. Bon, bref, bon. Là, c'est l'année. Moi, je l'aime moins celui-là, mais c'est l'année où on a fait des sortes de comment ça s'appelle, de structures. Je l'aime moins parce qu'il est plus. On parle plus. On sent qu'on a cherché à faire quelque chose. Il est moins évident. Celui-là, il a une évidence. Bon, c'est bien. Il y a une sorte de comment ça s'appelle, de dentelle là-haut, mais c'était parce qu'elle était structurelle. Il fallait trouver une certaine épaisseur pour arriver à tout arrimer. Là, on a eu plus de mal. C'était la 3e année. Tout est en papier. Au moment où on était en train de construire, il y a un typhon qui est arrivé, qui a tout arraché. Une fois que c'est fait, comme c'est aubané en fait, ça fonctionne. Mais quand c'est en train de se faire et que le typhon arrive, parce que les typhons ils n'arrivent pas toujours, quand ils n'arrivent pas sans prévenir, c'est comme Albert, pardon. Ils arrivent en prévenant, mais bon, pas toujours. Ils arrivent à quelques heures plus tôt, plus tard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, on a eu ce problème-là. Mais bon, une fois le problème réglé, vous avez donc là une structure en bois avec un toit. Alors vous voyez les poutres, ce sont des poutres. Les poutres sont là en fait. Des poutres en papier. Enfin, c'est pas le papier qui tient la poutre bien sûr, mais qui la recouvre. Et là vous avez donc une sorte de poutre tridimensionnelle avec un recouvrement en papier. Et même chose pour tout. Voilà, je crois je vous en montrerai pas plus parce qu'il y a eu d'autres exemples. Puis ensuite on a passé la main parce qu'on n'y arrivait plus, simplement, on n'avait plus la foi ou plus l'intérêt pour trouver la énième solution. Et il valait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place, qui le fasse à la limite mieux que nous. Le temps présent. Parce que nous pigochons. On pigoche dans le passé, on pigoche pas dans le futur, c'est difficile. Enfin, on peut éventuellement penser au futur et se dire on pourrait faire ça, on pourrait penser ça, donc essayons de l'intégrer dans notre conception. Mais ça me semble pour moi un peu difficile. Par contre, on est dans le présent, on utilise tous les matériaux à disposition, toutes les idées à disposition, comme je l'ai déjà dit. Et là, je vais vous montrer, c'est pas des exercices de style, c'est un peu comme ça aussi, mais là c'est plutôt pour évoquer la dimension, vous allez voir. Voilà, c'est un mobilier, on a refait il y a quelques années la résidence de France, la résidence de l'ambassadeur de France à Tokyo. Et donc là, on a tout fait. Le tapis, c'est nous, le meuble là, c'est nous, et le mur derrière, un peu pompéien, c'est nous. C'est la salle à manger de l'ambassade. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'était la salle, c'était une salle au nord, qui était un peu sombre, face à un assez joli jardin, un peu comme celui que vous avez là avec les 2 érables japonais. Donc un jardin japonais avec mais orienté nord, un peu sombre, et donc c'est une salle à manger. C'est censé être l'ambassade de France, donc c'est les Français invitent les Japonais. C'est le thème, c'est un peu le stéréotype, mais c'est ça. La France invite le Japon à bien venir manger. C'est le gueuleton français, c'est la culture française, c'est la bonne bouffe française. Mais je le dis, c'est vrai. Chirac avait dit ça à son ambassadeur, il dit tu vas au Japon, tu vas me faire des petits fours, c'est la diplomatie du petit four. Et donc c'est la diplomatie du petit four, donc on traite bien ses hôtes. Donc la salle à manger devait être confortable. Il y avait quand même dans cette ambassade 15 000 hôtes par an, 15 000 invités par an. Ils passent leur temps à faire des soirées et des déjeuners, ces gens-là. Et donc, on refait la salle à manger, entre autres, et on la voulait chaude. Donc on se dit, mais on ne veut pas être comme trop pompéien. Et par ailleurs, on travaillait également avec des artisans français. Donc on avait des patineuses. Ce sont des gens qui font des patines. Ça s'appelle des patineuses, c'est pas des blagues. On avait des gens qui faisaient des patines, et donc, là aussi, la patine, ça ne se travaille pas sur un plan. Ça n'existe pas. Vous êtes avec vos patineuses, et si elles sont belles, c'est vraiment beau. Les patines, pas les patineuses. Et vous êtes là, vous êtes devant, là, le mur est là, vous êtes là, vous la regardez, vous reculez, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez la vue d'ensemble. Oui, alors, un peu plus de doré sur la gauche. Non, frotte un peu plus pour que ça soit plus éthéré. On travaille vraiment sur le tas, on est vraiment là, mais avec un artisan ou une artisane qui sait très bien ce qu'elle fait. Donc,
Ça, c'est extraordinaire. On peut se tromper, parce que quand on est là, et si c'est trop doré, on a loupé son coup, et c'est fini. Donc, on n'est pas dans le... On est quand même chez l'ambassadeur, il ne faut pas se tromper. Donc, on est quand même dans le doute. On est dans le doute, mais on essaye. Et donc, il y a cette patine. La patine, c'est pas un truc japonais enfin, ces patines-là, c'est pas du japonais, donc... Et c'est un travail très ancien, la patine. Donc, il y a ça. Mais on le renouvelle, soyons modestes, mais on cherche quand même à être, on est des contemporains. Quand je parle du présent, je ne prétends pas être, et nous ne prétendons pas être des gens du 19e, ou des gens qui sont complètement férus de tout ce qui était fait au 19e. Non, on est d'aujourd'hui. Mais on regarde, on utilise ce que font les gens, ce que font les artisans, leur savoir, je serais incapable de faire ça. Par contre, j'étais capable de discuter avec l'artisan pour savoir un peu ce qu'on voulait. Et ensuite, on travaille, elle propose, en réalisant, et on regarde, on cherche, éventuellement on se dépêche de débarbouiller un petit peu pour dégager, c'est ça le travail. Devant, il y a ce mobilier. Alors ce mobilier, il est inspiré de mobilier japonais, ce sont ces étagères, c'est jamais symétrique, hein, le Japon, hein. C'est ces étagères dissymétriques, sauf que là, l'étagère, enfin le mobilier, là, il fait 4 mètres de long pratiquement, il est pas en bois, il est en fibre de carbone, ça fait 1 cm, ça fait l'épaisseur de mon doigt, et moi, qui pèse 120 kg, enfin presque, je me mets au milieu, et la flèche, c'est 1 cm. Donc on est dans des dimensions d'ailes d'avion. Donc on a un mobilier qui s'inspire d'un Japon du XVIe siècle, qu'on revoit à l'aune d'aujourd'hui, et on travaille avec des planches, on avait le budget pour, c'est bien, cette fois ça arrivait, on avait le budget pour, on travaille avec des matériaux complètement contemporains. La fibre de carbone, il y a 10 ans, on ne faisait pas ça. Et c'était un des premiers mobiliers en fibre de carbone au Japon. D'abord, ça vaut une fortune, mais on l'avait cette fortune-là cette fois-ci. On l'utilise. On fait le tapis avec des artisans qui faisaient des tapis. Ces beaux invités, ces belles dames qui arrivent en robe du soir, ce sont des cochons. Ils font tomber leur verre de rouge, ils écrasent la pâtisserie par terre. Bah oui, ils font ça aussi. Bah, tu l'as fait, non? Dans une soirée, vous faites toujours tomber quelque chose. Donc, on se dit, les cochons, ils arrivent. Méfiance, on va pas leur faire un beau tapis beige, parce que là, ça va être la catastrophe. Hein. Et on fait donc un tapis, pas dégueulis, mais un tapis à taches. Un tapis taché. C'est ça que je dis, un tapis taché. Voilà. Donc, et tout ça, c'est en essayant de comprendre les usages. Le tapis taché, c'est pas pour le plaisir de faire un tapis taché, bien entendu que non. C'est de travailler avec le concept de la tâche, parce qu'il va y avoir des tâches, forcément, puisque c'est la salle à manger, et quand vous avez 300 convives, il y a forcément des catastrophes. Et donc là ça a un sens. Voilà pourquoi c'est un tapis taché. Géométriser les tâches pour ton pull. Bon, on continue. J'ai essayé. Mais j'ai un doute. T'as toutes les couleurs? Oui, c'est sûr. Mais je sais toujours pas s'il faut du carré ou de l'organique, je sais pas. Et vous verrez tout à l'heure, on a sur le jardin à Chaumont, pendant très longtemps sur le plan ça a été un carré, puis hier, mais c'est pour ça que je suis tout bleu encore, on s'est lancé, on a fait un truc organique, vous allez voir, à la fin. Autre chose, on est dans la montagne, au-dessus de la ville de Kobe, dans le Kansai, et on a 8 jours pour faire ça. On a découvert ce lieu, c'est un festival, c'est une installation. Hein. On nous a demandé de faire une installation, on nous donne la montagne est à notre disposition, si je puis dire, c'est très grand. Et il faut trouver un lieu, alors ils nous proposent des lieux, et on est venu chercher ça en février. Hein. Là, on était en septembre, on est venu en février repérer les lieux, on a trouvé ça, et ce qu'on a trouvé, c'est dans la montagne, c'est luxuriant, hein. Vous voyez, c'est luxuriant, c'est plein d'insectes, ça fait un bruit, c'est une montagne sonore, et c'est au-dessus de Kobe, c'est à 900 mètres au-dessus de Kobe, et brusquement, en février, à Kobe, on est en pull comme ça, et là où il fait 0, il y a la neige. Donc on est brusquement. Et Kobe, c'est, je crois, la 3e ou la 4e ville du Japon. Et là, il n'y a que des sangliers, des insectes, des singes, et puis quelques barbouzes de mon genre. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. Et on trouve, vous voyez la dalle en béton, on trouve des restes d'humains, des restes d'humanité. Il y avait eu, on sait pas, personne ne savait très bien qui, quand, où. On trouve ces dalles en béton avec des poteaux posés. Il y en avait une dizaine dans la forêt, avec les restes, sans doute, de petits cottages qui avaient été mis là, je dirais, années 70, et juste sur la dalle en béton, ils avaient mis des choses avec des petites structures métalliques, un truc presque du prouvé, vous voyez, juste posé. Et là, la nature a repris ses droits, tout a disparu, il y en a quelques-unes encore où on voit encore quelques restes de structure, et celle-là, il restait que la dalle.
on se dit, mais c'est ça, c'est le temps qui passe, on revient toujours au temps, l'homme est arrivé, il est parti, et la nature revient, mais l'homme est quand même présent, parce que la dalle, elle est quand même très puissante, elle est très forte, elle est très présente, et en même temps, elle souligne une absence, celle des gens pour qui ça a été fait, et celle des gens qui l'ont pensé. Et donc, on pose dessus un pavillon de thé, et on reprend un archétype d'un pavillon de thé très célèbre, du début du XVIIe siècle, parce qu'on voulait comprendre ce que c'était un pavillon de thé. On se dit, on va refaire un pavillon de thé, sauf que le pavillon de thé, c'est fait en poteau-poutre, avec des murs en pisé, ou en torchis. Là, on n'avait ni le budget, ni le temps, et on fait ça avec deux jeunes charpentiers de Kyoto, qu'on fait venir, et on fait ça en panneaux. Donc c'est pas du tout la technique, il n'y a aucun poteau, c'est juste des panneaux. Et donc, c'est beaucoup plus fragile que du poteau et de la poutre, donc c'est le panneau, et on reprend le plan de l'époque, donc il y a 300 ans auparavant, mais on en refait un objet moderne. Et donc on a passé 8 jours dans la montagne. Il y avait les deux charpentiers japonais, il y avait moi, il y avait 5 étudiants et volontaires, on était une petite dizaine. On a passé 8 jours comme ça dans la montagne à faire le pavillon. Alors la montagne c'était extraordinaire, là aussi on était ailleurs. On était dans cette montagne dans laquelle il y a, je dis, des sangliers et des fantômes, des revenants. Et j'y crois pas, mais je les ai vus. Et le soir, on travaillait souvent tard, à la lampe, il y avait des milliers, c'était notre pavillon qui est beige, il devenait noir de fourmis volantes. On est plus on est dans l'architecture, on est dans l'aventure. Quelque part, ça devient bien sûr exotique, même pour nous, parce qu'on est dans notre pays, mais en même temps, c'est pas notre vie quotidienne. On travaille, c'est comme vous travaillez dans la forêt noire, ou en Norvège, dans un fjord, c'est pas du tout notre quotidien. Donc on est là, c'est un peu angoissant, toutes ces milliers de fourmis. Et en même temps, on travaille d'arrache-pied avec les charpentiers, et c'est une aventure. Et on n'est plus en train de refaire un pavillon 18e, on est en train de recréer quelque chose, à partir, effectivement, d'une chose ancienne. Voilà l'intérieur, l'extérieur c'est une chose, c'est pas des objets que je vous montre, hein, c'est des espaces. Donc il y a toujours un intérieur. On reprend les idées du départ, on n'avait pas l'argent qu'à ça ne tienne, c'est pas des tatamis, c'est du bois, et là les bordures de tatamis on peint, on vernit pour que ça fasse la taille des tatamis. On reprend le concept de l'époque, car les concepteurs de pavillons étaient souvent des farceurs. Ils ont l'air très sérieux, tout ça, mais c'est parfois des farceurs. Et le gars qui avait fait ça, un type très très célèbre, qui s'appelait Oda Uraku, avait collé en plainte ou en partie basse de ses murs des vieux almanachs recyclés à l'époque. Donc un lettré qui rentrait dans le pavillon, quelque part, il regardait, il pouvait lire des poèmes, il pouvait lire des choses. Nous, on a simplement repris les journaux de l'époque à Kobe. On avait dans l'équipe, il y avait une fille de Kobe. Et donc ses parents lui avaient ramené des piles de journaux. Et donc on a collé des journaux avec des thèmes. Alors ça, on a cherché les thèmes. Là, vous pouvez pas le comprendre, mais il y avait la page économie. Il y avait la page sportive. Enfin, il y avait donc le mur sportif, le mur économie, le mur culture. Ça a l'air comme ça d'être un gag. C'en est un, mais en même temps, les gens qui rentrent dedans, qui sont japonais, qui lisent ça parle. Ils commencent à regarder en disant ah oui, ils comprennent le thème. Vous ne le comprenez pas, mais eux le comprennent. Ah oui, là c'est plutôt sport. Et donc il y a cette espèce de jeu à travers les époques, on reprend le concept, mais on le remet à notre époque. Et dernière chose, dans ces pavillons, il y a des alcôves qui sont toujours fermées. Et là, donc ça c'est cette salle d'alcôve, c'est fermé, et là vous avez souvent un bouquet, voire un vase avec une fleur, les fameux ikebana. Vous avez un vase avec une fleur, et sur le mur, vous avez souvent une pensée écrite, un caractère écrit. Ou quelques caractères qui écrivent une pensée, je sais pas, tristesse du matin, par exemple. Et donc, nous, on reprend pas ça, on fait un mur qui s'escamote, et on donne à voir, au lieu d'un bouquet, on donne à voir la montagne, et le son. Et là, c'était un son extraordinaire, c'était les cigales, c'était les insectes, c'était, quand on est dans son pavillon, je vous parle d'un objet qui fait 3 mètres par 3 mètres, c'est tout petit, ça fait ça. Et donc vous êtes assis dans le pavillon et vous avez cette ouverture, vous êtes là tout seul, et vous avez ce cadrage sur la forêt vierge pratiquement, avec ces milliers d'insectes qui ronflent, c'est extraordinaire. Donc on n'est pas en train de faire une architecture, on fait un lieu. Et le bâtiment, il est fait pour ce lieu. On reprend une chose très ancienne, qu'on retransforme, on transforme, et
mais elle est de ce lieu, cette chose-là. Au départ, le pavillon il était fait tout à fait dans un autre endroit. Là, c'est un autre temps, un autre lieu, mais c'est ces rapports entre moments, entre créateurs. On reprend, c'est un jeu de ping-pong qu'on fait à 4, et parfois qu'on reprend des gens du passé, on les réintègre dans notre jeu. Voilà, là, on arrive dans le présent à Tokyo. Ça, c'est plutôt notre présent. C'est le projet dont parlait... Georges ne parlait pas du projet, mais il disait que ce projet on avait déprimé. C'est ce projet qui a reçu le prix de l'Institut des architectes il y a 2 ans, du Japon. C'est en plein Tokyo. C'est une des plus vieilles aires de Tokyo. Alors là, c'est les Japonais. Ça se passe à soi ici, en fait. Là. C'est là, en fait. C'est la grande traversée est-ouest de Tokyo. Là, c'est du train. Hein. Ça traverse, c'est la grande ligne qui traverse Tokyo d'est en ouest et qui passe là, le long de cette rivière. Et en fait, à l'étage, le bâtiment se trouve en dessous. Donc, ça, c'est une superstructure, en fait. Hein. Le train passe au-dessus du bâtiment. Le bâtiment est en dessous. Et il était devenu un entrepôt vide, crotté et très moche, fermé. Et il y avait la terre par terre. C'était un endroit extrêmement désagréable et pas utilisé. Voilà cette photo que j'ai prise, j'avais votre âge. Je venais d'arriver à Tokyo, je me baladais et je vois cet endroit. Je me dis, mais on dirait un film. Un film vériste italien. Je me dis, on est sur la 2e économie du monde. À l'époque, c'était la 2e économie du monde. Je suis en 2e économie du monde, je suis en plein milieu de Tokyo. Et ça, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? On dirait la cour des miracles, presque. Et puis, par-dessus, vous avez une ligne. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y a 5 lignes de métro, de trains qui passent à différents niveaux. C'est Centelia. Je me dis, on dirait à la fois Centelia, le moderniste des années 1910, celui qui a fait ces magnifiques dessins, il voyait la ville moderne, il prévoyait la ville du futur avec des bretelles d'autoroute partout, des immeubles. Je me dis, c'est Centelia et en même temps, on dirait un décor de cinéma presque. Et c'est la réalité. Et ça sentait pas très très bon. On voyait bien que l'eau n'est pas tout à fait, pas saumâtre, mais presque. Et donc ça c'était il y a 35 ans de ça, c'était en 85, je venais d'arriver au Japon, j'étais la première semaine, je me balade et je vois ça. Et 30 ans après, on nous demande de faire ce projet-là. Vous voyez, c'est la photo que j'ai prise 30 ans après. Vous voyez la même chose, donc ça c'est un jour il fait beau, donc un jour il fait moche, ça reste encore un peu vériste, mais les lignes y sont. Et c'est ce bâtiment-là qu'on rénove. Bâtiment qui avait été abandonné, qui était fermé. Et la JR, qui est le plus grand opérateur privé du Japon de train, l'équivalent français de la SNCF, un équivalent français de la SNCF, sauf qu'ils ne font pas de grève, c'est un peu différent. Oui, qui préviennent. Ils gueulent, mais ils ne font pas de grève. Et donc, voilà le bâtiment qu'on nous donne à faire. Alors, le bâtiment, il est en dessous, c'est ça. C'est donc à la fois une sorte de catacombe, si on peut dire. Et par-dessus, car au départ, il y avait une gare ici. Une gare terminale. Elle s'est trouvée ensuite éjectée car elle était entre une gare qui était là et une gare qui était là-bas. Et donc elle a fait double emploi quand ils sont passés de la gare terminale à la gare traversante. Donc ils l'ont enlevée. Le train est passé, mais les infrastructures restaient. Donc le train est passé au-dessus et ça c'était les quais, l'ancien quai. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est 2 choses. C'est qu'on a réhabilité les catacombes, en quelque sorte, et on a créé un train à l'arrêt. On a posé un train à l'arrêt sur l'ancienne plateforme où les gens attendaient le train. Donc ce train-là, c'est un vrai train. Il y en a un qui passe là, il y en a un qui passe là. Vous verrez après. Il passe des 2 côtés. On est enserré. Le bâtiment est à 1 mètre du train. Vous êtes entre les trains. Et c'est un café. C'est un café-restaurant avec une zone pour regarder la ville. C'est un panorama sur la ville et en même temps un café. Je pense que c'est unique au monde. On a beaucoup bagarré. On s'est beaucoup bagarré avec notre client en disant mais oui, il faut l'utiliser ce lieu. C'est unique. Ça c'est pas unique. On pourra faire ce qu'on voudra, on pourra faire des gesticulations, on pourra être les meilleurs du monde. Ça, c'est pas unique. Ça, si, ça c'est unique. Le gars qui est en train de prendre son thé ou son café et qui voit un train là et un train là, je connais pas. Et personne ne connaissait d'ailleurs. Donc ça, on a lutté. C'est pas un problème d'architecture, là, c'est un problème là aussi de lieu. Il faut se servir du lieu. On n'est pas en train de leur vendre une forme, elle n'existe même pas cette forme. On leur dit le café, le gars qui sera là entre 2 trains qui passent comme ça, c'est Tokyo, c'est ça, c'est le projet. C'est pas le projet du siècle, mais presque. Allons-y. Messieurs, payez. Bon, ils ont payé, c'est vrai. Pas beaucoup, mais ils ont payé. Mais bon, on leur a fait même gratuitement. On leur a pas dit, mais
Et donc voilà le projet. Voilà le projet vu de loin. Bon, l'immeuble, il est très grand. À part ça, je n'ai pas grand-chose à en dire. C'est pas nous. Nous, on est en bas. Et le Grand Prix, il est qu'en bas, il n'est pas en haut. Hein. Et vous allez voir que ce qu'on a fait, et c'est un peu ce qui a fait la valeur c'est ce qui a été en quelque sorte primé, c'est qu'on fait un bâtiment invisible. On n'a pas cherché à surjouer, le lieu il est là. On a cherché à l'utiliser, à le mettre en forme et à le mettre en valeur, sans chercher à imposer une architecture. Le lieu s'est imposé à nous. Le wagon à l'arrêt, le train à l'arrêt, il est là, et vous allez voir que quand on est dans la rue, il n'existe pas. C'est un bâtiment invisible. Et même des copains architectes sont venus voir, mais vous avez fait quoi? C'était pas un compliment au départ. Il est où votre bâtiment? C'est ça. On le voit pas. Oui, on le voit pas, c'est vrai. Oui, il est là. Et on le voit pas. Si quelque part on le voit pas, on voit les catacombes qui ont été donc. Ça, c'est ce que nous avons fait à l'intérieur. Ça se voit. C'est pas très express, c'est pas très expansif. C'est expressif et c'est pas expansif, mais ce qu'il y a au-dessus, ça on ne le voit pas. Je suis sûr que la plupart des gens-là ne savent même pas qu'il y a quelque chose au-dessus. Enfin, ils n'imaginent pas, parce que là j'ai pris le téléobjectif. Je suis à 50 mètres là. Donc le gars qui se met à 50 mètres pour regarder l'œuvre de Tarditz, Co, il n'y en a pas beaucoup, à part George Heinz. Et donc, ou Albert, ils viennent à deux pour dire t'as vu le gars ce qu'il a fait là? On ne le voit même pas son truc. Ben oui, c'est vrai, on ne voit pas. Voilà le train d'arrêt de nouveau, je continue. Et donc voilà ce que c'était avant que. C'était sinistre. Et donc nous on réutilise l'eau, toujours dans les lieux. Ah bah oui, mais j'ai toujours ça, j'oublie. Donc on va tout ouvrir, bien sûr. On va créer une promenade le long de l'eau. Donc ici on va mettre en surplomb une galerie pour voir l'eau, pour profiter c'est le front d'eau. C'est le retour aux sources, car Edo, Tokyo s'appelait Edo autrefois, c'était une ville d'eau, c'était une Venise de l'Est. Il y avait des canaux partout. Et aujourd'hui, c'est des bouillons de culture. C'est à l'arrière des bâtiments, c'est caché, on ne le voit plus. Donc là, en quelque sorte, c'est un hommage à Tokyo. C'est les trains, il y en a un là, c'est les trains ici, il y en a partout. C'est les canaux ou les rivières. C'est artificiel, ça a été créé, ça, au 18e, hein, ça. Au 17e, pardon. Donc ça n'existait pas, ça. Et donc tout est là, c'est les hommes qui ont fait ça. Et on va le mettre en valeur. Donc on travaille à ça. Voilà ce que ça donne le soir, quand c'est le moment où ça devient effectivement plus visible, mais ceci dit, on voit toujours pas notre bâtiment au-dessus. Hein. Il est disparu, là. Vous oubliez, hein, les gars. Bon. Et là, vous voyez, là c'est le concept, c'est le concept le plus bête, le plus simple qui soit. Alors vous voyez plusieurs choses. Vous voyez que on est ici dans je vous appelle les catacombes, nous on les pensait plutôt aux termes romains. Ça fait quand même, c'est pas les termes romains, c'est pas Caracalla bien sûr, mais ça fait quand même presque 6 mètres de haut, donc c'est quand même impressionnant. Et on a tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est, parce que c'est des maniaques, c'est du magasin, hein. Ce sont des maniaques, il faut qu'il fasse bien chaud en hiver, bien froid en été, et donc il faut des turbines, il faut des tuyaux, il en faut plein. On a tout relevé de 80 cm et tout est là-dedans. On passe tout là-dedans. Il y a en haut, au-dessus, il n'y a que des voûtes. On ne touche pas aux voûtes, messieurs. Il a fallu se battre, il voulait cacher les voûtes. Cacher les voûtes, mais vous ne pas cacher les voûtes. Il ne faut pas les cacher, parce que comme c'est un toit, vous êtes en train de faire une maison ici, et votre toit il existe déjà, et en plus il fuit votre toit. Et on ne peut pas y accéder, parce que c'est impossible. Les trains, c'est trop passant, il n'y a que 4 heures d'arrêt de train, ou 3 heures d'arrêt de train, parce que la nuit ils passent les trains commerciaux, il y a que quelques heures par nuit où on peut travailler. Donc c'est impossible, on ne peut pas aller étancher le toit. Donc vous avez une maison qui fuit, on ne peut pas étancher le toit. Vous étanchez le toit par le plafond, c'est débile quelque part. Hein. Donc on leur dit, mais raison de plus, on ne va pas cacher nos voûtes. Si on met un faux plafond par là, le moindre petit pissou, on ne sait pas d'où il vient. Il faudra tout casser pour ce qui s'est passé à Paris. Vous savez pourquoi ces magnifiques mosaïques, on les retrouve, les mosaïques blanches à Paris sur sur les métros. Parce que là, on voit où ça fuit. Il y a des gars dans les années 60, 70 qui se sont mis à mettre des capotages en métal, c'est très beau, mais ça fuyait de partout, mais on ne sait pas d'où ça venait. Donc il a fallu virer les capotages pour voir d'où venaient les fuites. On leur dit, mais ne faites pas l'erreur de la RATP, mes chers amis. Ne mettez pas un capotage, pas de capot, restons sous la voûte. Et ils nous ont cru, quoi. Bon, ça a été... Et là, vous voyez, donc on a aligné notre véhicule à l'arrêt, notre train, pas fantôme, mais notre train arrêté, pratiquement au même niveau que les 2 trains qui passent à droite et à gauche. Donc il y a 3 trains, il y a 2 trains qui bougent et un train qui ne bouge pas.
Voilà, donc voilà, ce que je disais, tout est en dessous là. On a un tout relevé de 80 cm et on a tout mis là-dedans. Toute la tripaille, comme on dit, hein, elle est là. Et là, il n'y a que de la lumière. Alors la lumière qui n'est pas au plafond, la lumière qui éclaire le plafond. Hein. Sans ça, il faut des fils. Parce qu'on peut pas, on touche pas à nos plafonds. Hein. Donc, voilà. Voilà l'extérieur. Bon, là, je vais un peu plus vite. Hein. Je vous montre, vous pouvez regarder. Voilà l'extérieur. L'extérieur de la nuit. Alors là, la petite subtilité, c'est que de ce côté, là, c'est une rue commerciale, commerçante. Ce sont des petites absides. On rentre, on sort par là. Ça fait quelques mètres de profondeur, c'est tout. Donc, ça sert de signalétique, ça sert de machinerie extérieure de ventilation, et ça sert aussi d'auvent pour les gens qui rentrent. Donc, ça a 3 fonctions. Donc, cette petite chose simple en apparence, ça a été très compliqué à réaliser. D'abord, à faire passer au client et à réaliser. Parce que une de nos tâches, je ne pense pas que les architectes qui sont ici me contrediront, c'est quand même de convaincre les gens, vos clients parfois. Ils ne voient pas ce que vous voulez dire, ils ne comprennent pas la raison pour laquelle vous faites une chose. Ça, c'est un autre plan d'architecture. Ça date de Brunelleschi. C'est sur le pignon du bâtiment. Les trains là, en fait, ils sont au-dessus, mais ils obliquent, et là, ils passent ici. Donc là, il n'y a plus de train ici. Ici, au-dessus, il y a un train à l'arrêt, un entrepôt. Et donc là, il y a le grand pont depuis lequel j'ai pris la photo où on ne voit pas notre bâtiment. C'est dommage, mais c'est comme ça, on ne voit pas. Mais on s'est dit, il faut quand même qu'on voit l'entrée. Et là, les ingénieurs de la JR ne voulaient pas faire un gros percement comme ceci. Là on leur dit, il faut quand même que les gens qui arrivent par là voient que là, il y a une galerie qui fait 200 mètres de long, et c'est quand même par là qu'ils vont rentrer. Et ils nous disent non, on ne peut pas, parce que structurellement, on ne peut pas casser. Donc on peut casser juste l'extérieur, mais la véritable entrée, elle est là. Elle est là. Là, c'est le seul trou qu'il y a dans le mur, en fait. Le trou dans le mur, il n'est pas ici. Donc, je dis Brunelleschi, ce qu'on a fait, c'est une fausse perspective. On leur a dit, bon d'accord, c'est la règle, vous ne voulez pas qu'on creuse, donc ce qu'on va faire, on va avoir la vraie ouverture ici. La vraie ouverture, elle est ici. Si je fais ça, Georges et moi, au moins on devient chaud là au-dessus, hein. On perd un poil. Donc là, c'est très, le plafond est très bas. C'est ce qui est en plus très beau. On passe vraiment à la limite de l'humain, de la taille humaine, pardon. Là, c'est très bas. Et donc, avec cette perspective ici, parce que là on monte beaucoup plus haut, on a 3,50 m, plus de 3,50 m. Donc il y a cette espèce d'appel au peuple, c'était un grand mot, mais il y a un appel qui est en fait fait par cette fausse perspective. Et donc les gens voient une fausse entrée qui est celle-ci, en fait la vraie entrée c'est celle-là. Mais ils ne s'en rendent pas compte, quand la porte est ouverte, dans l'appel, ils rentrent comme ça, sans se rendre compte qu'en fait ils passent par un petit boyau. Ils voient une grande porte. La leçon de la Renaissance a été retenue. Voilà l'intérieur, je vais passer plus vite là-dessus. Donc les voûtes, et vous allez voir voilà, différents types de voûtes. Le principe est le même, hein, donc bois, le même bois à l'extérieur, le même bois à l'intérieur. Donc on est sur du bois de marina pratiquement, partout, le même exactement. Donc il y a du béton dans les voûtes, les murs en briques et le sol en bois. C'est tout ce qu'il y a. Et entre les différentes galeries, il y a ces petits voûtins. Et là, ils ont été passés à l'enduit avec une tôle derrière, parce qu'en fait, là, il y a des fuites d'eau. Donc il ne fallait pas que ça tombe sur les gens. Et donc, ça, on l'a caché. C'est le seul endroit. Et ça, grosse bagarre aussi. C'est très poétique, en fait, ça. Là, quand il y a une grosse pluie, et au Japon, il y a de grosses pluies, ça fuit. Alors, vous avez l'eau passe, là, ça fait des aquarelles d'eau sur les murs. Alors, c'était catastrophal. On a dit, mais non, pas du tout. Ça va être... C'est extraordinaire, ça. Un lieu, c'est Frank Lloyd Wright avec la rivière qui passe à l'intérieur. C'est une gare nouvelle avec des restaurants presque de luxe, des boutiques de luxe, et vous avez de l'eau sur les murs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Simplement, il ne faut pas que ça tombe sur les gens. Il ne faut pas que ça fasse la cascade et que les gens Ah, je suis mouillé là, non, il ne faut pas. Donc, on a créé, en fait, au pied de mur, on avait notre grand trou en dessous, tout est creux. Donc, on a mis une goulotte en dessous, on a décalé, il y a un trou, en fait, le mur passe, il continue, mais il est caché par les bancs. Et ça continue, et il y a une lumière en pied, ce qui fait que la nuit, ça éclaire tout le mur, éventuellement les moirures de l'eau sur la brique, et d'un élément qui au départ était une catastrophe, on fait un élément qui sert le projet. Voilà, donc d'autres vues. Et vous voyez donc les éclairages indirects, bien sûr, on ne touche pas à nos voûtes, on ne touche pas à ma voûte. Voilà Tokyo.
Ah oui, ça ils appellent ça la ville électrique ici. C'est des magasins. Alors chaque magasin est une horreur. C'est une laideur, mais l'ensemble devient extraordinaire. C'est une symphonie de la laideur. Alors la symphonie de la laideur, ça devient beau. C'est une symphonie. Vous oubliez les mots laideur, vous avez le mot symphonie. Voilà, donc ils sont en train. Là, oui, on a un rajout, c'est les toilettes. Alors on a mis les toilettes en verre. Ah bon, c'est pas transparent, je vous rassure. Voilà, pour monter. C'est un peu les photos apparaissent un peu sombres. Et on va arriver, voilà. Vous voyez, donc là, on est entre les trains. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est le truc unique. En bas, on peut discuter sur ce qu'on a fait ou pas fait, mais là, ici, de passer de ce lieu-là, ça aurait été une hérésie. Voilà. Et donc, on a simplement fait un ruban en métal à ce niveau-là, qui est un ruban en aluminium qui sert d'allège, qui est au même niveau pratiquement que l'allège du train. Au-dessus, un ruban sur toute la longueur, un ruban en verre. Et donc, vous voyez que, bon, on est au Japon, donc il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a le mouvement, là, ça bouge, hein, ça fait vibrer tout le sol. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évité, il n'y a aucune structure de verre. Il est passé juste en haut et en bas. Donc le verre n'est pas coupé par des... Il y a les motos qui tiennent le toit, bien sûr, mais le verre n'est jamais coupé. Donc c'est un ruban de verre qui fait 200 mètres de long, enfin il fait tout le tour. Donc ce genre de petites choses-là, c'est tout ce que les gens ne voient pas ça. Les gens ils sont là, ils regardent par les verres, ils regardent la ville. Ils ne voient pas le bâtiment. De l'extérieur, on ne le voit pas, et à l'intérieur, on ne le voit jamais, on ne le voit pas en plus, on est en dehors, on regarde les trains. Donc c'est un bâtiment invisible à l'intérieur et à l'extérieur. On ne le voit pas. On joue sur les reflets, bien sûr, un peu satiné parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir un miroir, il ne fallait pas voir l'occiput de madame ou de monsieur, il fallait qu'il y ait une sorte de mystère. Là, la réalité est suffisamment convaincante à droite et à gauche, sans qu'on on rajoute un miroir qui réfléchirait trop fortement la ville. Voilà, là c'est la première partie de l'exposition, ensuite c'est la deuxième partie. Vous n'en avez pas fini avec moi, chers amis. POC. Voilà. Et donc, je continue sur... Là, je vous montre encore 3 projets, et puis juste quelques photos sur ce qu'on fait, sur la raison pour laquelle j'ai la main bleue. Le pavillon de la sardine. Alors, je vous ai mis ça, je vous l'ai mis aussi en japonais, parce que le problème de la traduction, c'est toujours une chose qui est toujours dure à faire. Le pavillon de la sardine, en français, c'est un peu... Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un roman de Steinbeck, non pas du tout, mais c'est quand même long. Alors que quand vous voyez ça en japonais, c'est d'abord, vous voyez déjà la différence de taille, et c'est ilikohan. Ça fait un son. Avant même d'être un sens, c'est un son. Ilikohan. C'est beau, c'est quelque chose. Alors que vous dites le pavillon de la sardine, c'est un peu plus plan-plan. Bon, ça reste quand même. On se demande ce que c'est que le pavillon de la sardine. En fait, ce qu'il aurait fallu dire, mais j'ai pas voulu mettre la totale. En fait, il faut dire le pavillon de l'alvin de sardine. Alors vous imaginez le pavillon de l'alvin de sardine, en japonais, ilikohan. Vous comprenez la différence. Vous comprenez pourquoi on est dehors du minimalisme. Le français qui vous traduit, il fait la traduction japonaise, le pavillon de l'alvin de sardine, et le japonais, ilikohan. Voilà pourquoi Sana'a fait des bâtiments minimalistes, et que Zaha Hadid, elle n'y arrivera jamais. L'arabe c'est poétique, mais c'est long. Donc voilà la photo que j'ai prise tout à l'heure, où on nous voyait tous les 4, avec le superbe mec en bleu avec un grand A sur la poitrine, A comme architecte, ou je sais pas, abruti, artichaut, Albert. Excusez-moi du peu. Et donc la fameuse île Naoshima, que certains d'entre vous connaissent, je pense, était Shima, mais vous voyez, il y en a partout. Et toute cette île, c'est toute cette mer, c'est une mer intérieure. Là, c'est la grande île de Shikoku. Là, c'est la grande île de Honshu. Donc on est dans ce qu'on appelle la mer intérieure. Et dans cette mer intérieure, les mers ont même dans des noms. Il y a des sous-mers. Attention, il y a des sous-mers. Et donc, dans ces sous-mers, ou dans cette mer intérieure, comme on l'appelle, il y a des dizaines, voire des centaines d'îles. Et c'est un des plus beaux pays du monde. C'est une Méditerranée. Mais une Méditerranée, vous auriez les Porquerolles, les îles Vent, elles sont toutes, vous les voyez toutes. Vous n'êtes jamais assez loin d'une côte ou d'une île que pour être face à la mer. Il y a toujours des îles près de vous, et donc des arrière-plans. Et le soir, ça devient bleuté, parce que les îles sont dans le fond. Donc il y a toujours des... On est ici, on voit une île et une île et une île, on voit des successions d'îles avec des plans bleutés qui s'effacent, c'est merveilleusement beau. Et c'est très sec, c'est pour ça que je dis que c'est une Méditerranée du Japon, c'est sec. C'est dans la mer, mais c'est sec, comme la Méditerranée d'ailleurs. Et c'est un des plus beaux endroits du Japon que je connaisse.
Et donc, nous, on a travaillé sur cette petite île ici, qui s'appelle Ibuki, l'île d'Ibuki. Alors, en japonais, Ibuki Jima, Shima voulant dire île. Là, ici, elle est à environ 20 minutes de la côte. C'est une île dans laquelle il y avait 4000 personnes il y a 30 ans. Ils sont plus de 300 aujourd'hui. Ils ont tous pratiquement, à part les 16 cancres, qui ne font même pas une équipe de foot, et qui sont les seuls enfants de l'île. Vous n'avez pratiquement que des vieux sur cette île, c'est ça qui est terrible. Et c'est des vieux qui ne veulent pas mourir en plus, hein. C'est normal. Ils veulent survivre. Ils veulent pas se laisser aller. Donc, les conditions sont dures. C'est une île, je ne sais pas si vous connaissez ce formidable film de fin des années 50 qui s'appelle L'île nue. C'est une île dans laquelle il y avait 4000 personnes. C'était l'île la plus densément habitée, c'était pas la plus grande, mais c'était la plus densément habitée de cette mer intérieure. Ils étaient 4000. Ils étaient 4000 là parce que c'est une île très poissonneuse. On y pêchait, on y pêche encore, ces fameuses alevins de sardines. Et l'alevin de sardine, c'est le irico. C'est un petit poisson quand on l'a passé en usine, on le vend dans des sacs et les gens les mettent dans des bouillons. Ça fait les meilleurs bouillons du Japon sont faits avec ces alevins de sardines. Donc ils sont très célèbres. Mais les gens ne savent pas qu'ils viennent de cette île-là. Les meilleurs viennent de cette île-là, mais c'est pas connu parce que c'est revendu, ils vous laissent pas le nom dessus. Mais ça vient de là. Donc 4000 personnes qui habitaient dans cette île. Une île, on est à la fin des années 60, il y a 4000 personnes, c'est une île sans eau et sans électricité. On est à la fin des années 60. Ils n'ont pas d'eau. La seule chose qu'ils ont, c'est l'eau du ciel. Et à la fin des années 60, on va leur passer un câble ici, là, on va amener un câble amenant de l'eau, c'est la première fois. Et ensuite, on va passer aussi un câble électrique qui amène le courant du continent. Mais on est à la fin des années 60. Vous vous rendez compte la difficulté de vivre dans ces îles-là. Donc ce sont des gens durs, des gens qui sont gentils comme ça, mais des gens méfiants, des gens durs. Donc vous avez le travail qu'on a fait là, c'est un travail d'abord de mise en confiance. Ça a duré 4 ans cette histoire. Et vous allez voir, à la fin, c'est un bâtiment qui fait 27 mètres carrés. 4 ans. Pas une moine, mais presque. Et donc là, la première arrivée à l'île, c'était cette bosse là. Et comme vous avez des vieux, aujourd'hui, les vieux, c'est un peu comme Santorin, il faut monter ici. Et c'est vraiment, la pente est très forte. Les gens qui habitent, le village va de là, il fait juste la bosse, il fait l'épaule. Et donc les vieux qui habitent, il y a des vieux qui ont 60, 70 ans, 80, 90 ans. À un certain moment, les gens sont vieux, sont presque grabataires. Ils ne peuvent pas se trimballer du port à leur maison, c'est trop dur. Ils sont obligés de rester chez eux. Ils sont prisonniers de leur maison. Voilà la réalité. Et quand on arrive là, ce sont les usines à levain de sardines, c'est 3 mois par an. Juin, juillet, août, c'est fini. Et ensuite, on ne fait plus rien à cette île. Pendant 9 mois, il n'y a plus rien. Une des années où on est allé, il n'y a pas eu de poisson, ça a duré 3 semaines, la saison de pêche. Ensuite, c'est terminé. Vous voyez, on arrive de Tokyo, 40 millions de gens, on arrive dans une île où il ne reste plus que 400 personnes, 300 personnes, 600 avec les travailleurs de l'été, 600 personnes, mais quelque part, c'est la désolation. Je vois, on ne peut pas mentir aux gens, on sait que ces gens-là, les gens qui ont 80, 90, dans 20 ans, ils ne seront plus là, il n'y aura plus personne, c'est la fin, c'est les derniers. Alors je ne sais pas ce qui se passera vraiment, mais je ne vois pas, personne ne voit en fait. Le village est très beau parce que c'est comme ces villes de province qui ont eu un moment. Vous avez des villes françaises en province qui ont, au XVIIe ou XVIIIe, ont eu une période de beauté, de richesse, et les maisons sont belles. Et bien dans cette île-là, il y a eu de la richesse, il y en a encore, mais elle est contrebalancée par ce que je viens de vous dire. Et donc les maisons sont belles. Et là, c'est un soleil de fin d'après-midi. C'est superbe, ce sont des pôles rocheuses. Donc tous ces toits en tuiles, c'est des tuiles qui ont presque 100 ans, des tuiles de l'époque Meiji. Elles sont argentées, elles sont très très belles. C'est des tuiles qui ont été faites par des tuiliers tout près sur la côte. Et c'est des tuiles qui ont été faites artisanalement, donc elles sont pas faites en usine. Donc c'est des tuiles qui vivent. Voilà la beauté des choses. Alors là, la beauté des choses, c'est mars-avril, c'est les premiers cerisiers. Et donc ça, c'est la beauté des choses. Mais la réalité des choses, c'est aussi la beauté. Vous avez ces magnifiques tuiles au sommet des toits, qui sont les tuiles qu'on appelle les tuiles de diable, et onigawara. Donc c'est les tuiles avec les diables qui protègent les maisons. C'est les génies protecteurs des maisons. Et voilà la réalité. C'est ça la réalité. Les maisons sont en digue-digue, elles s'écroulent, tout part. Et en fait, on s'est dit, on va recycler l'île. On va leur faire le pavillon de la sardine. On a trouvé le terrain. Il a fallu convaincre les gens qu'il nous fallait un terrain.
3 francs 6 sous. Il nous fallait un terrain, si possible dans le village, on avait découvert qu'il y avait un groupe de vieilles dames qui, le midi, amenaient les bentos du port au milieu du village. Donc, il fallait déjà faire le trajet, ça paraît simple, mais c'est des choses simples, mais c'est des choses humaines et c'est difficile. Du port au centre du village, pour ensuite distribuer aux plus vieux, aux plus vieilles qu'elles. Les vieux, les jeunes de 70 ans, les dames jeunes à 70 ans, donnant les bentos aux plus vieux qu'elles. C'est ça l'île. Et donc, avec cette île qui s'en va comme ça, et donc on s'est dit, bon, d'abord on n'a pas de fric, et ensuite il faut recycler l'île. On va faire un monument à l'île, en quelque sorte. Et on va leur faire une halle à bento. On va leur faire un endroit où elles pourront se réunir pour mettre leur bento et pour ensuite les distribuer. Ça servira pendant le temps du festival, quand c'était lié à un festival. On avait dit, nous on ne veut pas faire d'installation, on veut faire un truc qui va servir aux habitants. Et mal nous en a pris, parce qu'en fait ça nous a coûté de l'argent en fait. Enfin moi surtout, parce qu'il fallait bien payer les bières aux mecs qui travaillaient avec nous. Hein. Quand on travaille pendant 3 semaines avec 10 personnes et qu'il fait 35 degrés toute la journée et toute la nuit, et que les gens, vous avez un étudiant, quelqu'un comme vous, comme Kennedy ou comme Brian, qui vient vous voir le soir, dites donc, professeur, on pourrait pas avoir une bière là, parce qu'il fait un peu fatigué, ils ont travaillé de 7h du matin à 7h du soir. Il faut bien payer la bière. Mais quand je ramène à mon agence 2 mois après, je vais voir ma comptable, elle me dit, mais Manuel, là c'est quoi bière là? C'était un travail. Oui, mais ça passe pas chez le comptable. Hein. Je peux vous dire. Mais par contre, au moment où ça passait bien le gosier. Et ça aidait. Bref, j'en reviens à Lille. Et là, je vous dis, on a fait ce pavillon pour les gens, mais on l'a pas trouvé comme ça. Il a fallu inventer l'histoire, trouver le terrain, trouver les gens, trouver les matériaux. Ils sont là, mais on ne peut pas les voler. Il faut trouver le propriétaire. Le propriétaire n'est plus là, personne ne sait qui il c'est. La maison est écroulée, il y a des tuiles magnifiques par terre. On ne peut pas les voler. Il faut que quelqu'un connaisse le propriétaire qui puisse donner l'accord pour qu'on prenne ces tuiles. Il ne s'agit pas d'aller faire les voleurs. Alors pendant ce temps-là, on cherche, on regarde, on essaie de s'imprégner de l'île, je fais des croquis, voilà, essayer de trouver les lignes perspectives, l'endroit où on met les yeux, voir les toits, les matériaux. Et voilà, là on rentre dans le travail, trouver les matériaux. Bah oui, c'est ça. On a trouvé quelqu'un qui nous donnait ces tuiles-là, on en a trouvé, il y en avait des centaines. Cette dame-là, qui est une vieille dame, elle nous a ramené. Elle nous a fait un cadeau superbe. Elle nous a amené ce que vous voyez sur sa gauche, là, et c'était, vous voyez, la tuile elle est plus grosse que sa tête. C'est pas une blague, j'ai pas ça pour me moquer d'elle. Voilà, elle nous a amené ces tuiles-là, ces tuiles de fêtage qui servent avec un médaillon, qui servent à protéger la maison. Alors nous, on fait un pavillon, on fait pas une maison. Hein. Trouver des portes dans une autre maison, là, on a pris des portes, on va les retoucher. Donc là aussi, c'est le présent très intense. On est dans le présent, mais on utilise le passé. On utilise toutes les ressources. Il y a les poissons, ça, du poisson qu'ils ont écrasé. C'est un vrai poisson qu'ils ont écrasé ils ont ancré et écrasé sur un papier pour que ça prenne, que ça forme le poisson. Donc c'est très très réaliste. Et effectivement, au début, je pensais que c'était un mètre, mais non, c'est pas un mètre, c'est un vrai poisson. Les fameuses sardines, alors ça fait cette taille-là, ça fait 10 cm, même pas, enfin ça fait entre 5 et 10 cm. Là, ce sont ces passoires à sardines, vous allez voir qu'on va s'en servir. Les passoires à sardines, alors ça c'était vraiment ce qu'on voulait utiliser. Pour nous, on recycle tout. Tout est sur l'île. Les bambous, on a coupé les bambous pour utiliser pour des structures. Et on a fait une première chose, il y a 3 ans, dans 4 ans, c'est qu'on a fait une île de la mémoire. La maquette, elle fait la longueur de l'estrade, là. Et on leur a dit, voilà, on vous fait une maquette, et maintenant, les habitants, vous allez mettre des drapeaux, et vous allez retrouver vos lieux, et vous allez mettre vos histoires. Alors il y avait tous les vieux. Ah oui, alors là il y avait, non, il n'était pas là lui, t'as rien compris. Il y avait le coiffeur, mais non, c'était pas là, il était là-bas le coiffeur. Ah bon, tu crois? Les gens c'était étonnant, c'était passionnant. On voyait les gens qui voyaient pour la première fois de leur île en 3D. Et ils étaient là avec leurs petits drapeaux, avec leurs petites histoires. C'était de la psychologie, on n'est plus dans l'architecture. On est dans la psychologie de groupe. La thérapie de groupe quelque part. C'était le premier geste, c'était 3 ans auparavant. Et ensuite, les choses sont lentes, on est de Tokyo, on est des étrangers, on est des gars qui ont su un peu d'argent pour faire quelque chose, on n'est pas des locaux, ils savent pas qui on est, on arrive, on repartira, et c'est fini. Donc on peut faire des grands discours, mais on convainc personne. Donc ça prend beaucoup de temps. Avant de trouver, je me suis rendu compte que l'aubergiste chez qui je dormais, à qui j'avais parlé de l'histoire, c'est lui qui nous a donné ça. C'était le propriétaire du terrain. Mais il me l'a dit au bout de 8 mois. Je ne savais pas qu'il était propriétaire de ce terrain, j'avais repéré le terrain, il était très beau. C'est la rue principale. La rue principale est là, et là il y a le temple principal
de l'île, ou du village, qui est superbe. C'est toujours beau les temples, hein. Les maisons sont crades, mais les temples sont beaux. Les gens mettent leur argent dans le temple, mais pas dans la maison. Et donc, à ce terrain, là, il y avait une maison, mais pour le coup, là, c'est des ruines, mais là, il n'y avait plus de ruines. Ils ont enlevé la maison. On récupère ce terrain-là, on nous le donne. Un jour, l'aubergiste dit, mais le terrain, il est à moi, mais je vous le donne. Cassante, monsieur le tenancier, nous y allons. Et là, c'est la première réunion, ça c'est le... On avait dégoté un vieux charpentier, le seul, c'est un charpentier du village. Là, c'est le chef de la coopérative des poissonniers. Là, c'est un jeune japonais qui nous aide. Et puis là, c'est le terrain, on est en train de découvrir le terrain. Là c'est le premier jour. Le premier jour, on a compris que c'était notre terrain. Et vous voyez, il y a la mer, là, la ligne de la mer, et la ligne des montagnes au-dessus. Il y a 2 lignes. Et ça, on va s'en servir. Alors, ils nous disent, ben voilà le terrain. Et donc, un premier croquis, on est encore au croquis, nous. Hein. Je suis sûr que Georges et Albert sont au croquis aussi, on est à la main, on est des gens de la main. Et donc on fait ça, je savais qu'on n'avait pas un radis, donc je me dis, bon, on va faire un pavillon très simple, une estrade, on est dans les mesures traditionnelles japonaises, on n'est pas dans le centimètre, on n'est pas dans le mètre, on est dans les mesures humaines, on est dans l'empan, c'est ça, le pouce, la coudée, c'est des mesures qui ont un rapport avec le corps, et les mesures japonaises, les charpentiers d'aujourd'hui au Japon, vous m'entendez, les charpentiers d'aujourd'hui au Japon utilisent encore les 2 systèmes, le centimètre et le millimètre et le mètre, c'est métrique qui est obligatoire, et par ailleurs, le vieux charpentier, il a commencé à me respecter le jour où j'ai commencé à parler avec lui de pouce, de coudée, en japonais, des termes qu'on utilise depuis 1500 ans au Japon. Ils travaillent encore avec ça, donc le Japon, le charpentier japonais utilise, et surtout ces vieux charpentiers-là, ils ont une plus grande connaissance, une plus grande finesse avec ces vieux termes qu'avec les millimètres et les centimètres. Ils comprennent bien sûr, mais c'est pas l'unité qui leur parle. Et donc le jour où j'ai commencé à parler avec lui des shaku, des ken, de ces mesures ancestrales, on voit rien, c'est poker face. Mais j'ai senti que j'avais touché une corde sensible. Et mon vieux charpentier, il disait, bon, il est pas aussi con que ça, l'étranger là. Il se disait qu'il avait un interlocuteur qui parlait le même langage que lui. Je parlais japonais, mais le langage c'était pas le japonais, le langage c'était les mesures. Voilà, il me demande aussi de faire un croquis parce qu'il voulait, parce que là ça parlait à personne. Il me disait oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je leur dis en fait, vous voyez, vous avez le pavillon là en bois, on fera ça avec les charpentiers, et ça, on fera des auvents, parce que le pavillon il sera très petit, c'est des modules de 2,70 m de large en long, donc ça fait environ 9 mètres de long par 2,70 m de large, mais comme c'est pas très grand, et là-dedans les dames pourront s'installer, elles seront à l'abri de la pluie et du soleil, et c'est pour ça qu'ensuite nous avons de rajouter des portes vitrées pour pouvoir éventuellement fermer quand il y a une grosse pluie, un peu de vent, mais comme c'est pas très grand, on va également rajouter des auvents, et ces auvents-là on va les faire avec des structures en bambou, qu'on va les couper les bambous, on va faire ça avec des rotules en bambou, et avec des ici, là et là, avec des passoires à sardines. On va reprendre les passoires à sardines, ça va faire des auvents. Comme c'est des grillages, ça fera une pénombre, on sera dans la pénombre, on sera sous le toit, et là on aura une zone intermédiaire, le Engawa dont parlait Georges tout à l'heure. Là on est vraiment dehors, là on est dans l'espace intermédiaire qui est légèrement ombreux, puisqu'il est couvert par cette grille, et par ailleurs il rallonge, il agrandit. Bien sûr, il double pratiquement l'espace autour. Donc il y aura une sorte de jupette ou d'auvent. Voilà, je leur explique ça. Mais ils ne voyaient pas très bien ce que c'était quand même. C'était pas très parlant pour eux. Ça, c'est un truc d'architecte. Là, on se comprend entre nous, mais les gens du village, chez les poissonniers, bof. Donc, le croquis qui parle un peu plus. Alors, on fait les croquis. Voilà, c'était fait en 1 heure sur une table. Ensuite, j'ai mis ça à l'ordinateur, puis on a mis un peu de couleur pour que ça sorte, pour qu'ils comprennent. Alors, ça, c'est. Là, il y aura les dames. Là, c'est les dames qui sont elles sont bien sûr à genoux, sans chaussures. Elles sont là, elles sont en train de manger, ou éventuellement de distribuer les bento. Elles peuvent être une petite fête. Là, ça parle. Et là, vous voyez, on revient à la ligne d'eau, la mer. Là, la terrasse va se prolonger, et là, on aura cette vue. C'est une vue de la villa Katsura qu'on voit à Kyoto. Cette magnifique ville-là, c'est ça. C'est la terrasse pour voir la lune. On est là. Et là, et en plus c'est vrai, la lune, le dernier jour, la lune elle est passée là. Je ne mens pas.
Enfin, avant que je m'endorme, parce que j'avais un peu trop bu. Mais j'ai vu la Lune jusque-là. Je ne l'ai pas vue au sommet, à son apogée. Je l'ai vue à peu près ici. Ensuite, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvé dans le frigidaire à poissons. On m'avait mis, il y avait un gros bac à poissons. Les gens du village nous aidaient, parce qu'on était en août. C'était 3 semaines en août, à 10. Il faisait une chaleur mais d'enfer. Il ne pleut pas dans cette île. Et ils nous avaient amené, comme ils avaient des bacs pour les poissons, des énormes bacs fermés, dans lesquels il y avait des tonnes de glaçons, et nous on mettait les boissons, pour pouvoir boire. On buvait des litres par jour d'eau, bien sûr. Le dernier soir, donc pendant que la lune montait et qu'on aurait dû la voir sur la terrasse pour la lune, moi j'étais dans le bac avec les poissons. J'ai terminé ma nuit avec les poissons et la glace. Mais j'étais au frais. Là, c'est un pavillon du Horyuji, un des bâtiments les plus vieux du Japon. Ça date du 8e siècle. Et j'ai un copain histoire d'architecture qui me dit, mais votre pavillon là, c'est ça. Je dis oui, t'as raison, absolument. Avec les mesures. Car ces gens-là, à l'époque, avaient les mêmes mesures. C'est les mêmes cotes. On est au 9e siècle, les années 800. Voilà la maquette, on trouvait toujours en maquette, et on met des personnages, on met des gens pour voir là. Si vous ne mettez pas de gens, vous ne voyez pas ce que vous avez comme taille. On fait la maquette, la première maquette, et on met les gens pour arriver à comprendre c'était que quelqu'un assis sous l'auvent, quelqu'un debout sous l'auvent, et quelqu'un assis au bout de la terrasse qui regarde vers la mer. Voilà ce que fait un charpentier japonais. Le charpentier japonais voulait amener un jeu de plans, il le regarde. Enfin, un vieux charpentier. Il regarde et il vous refait sur une planche en contreplaqué ou en bois, il vous refait votre bâtiment et il ne met aucune mesure. Car les cotes, elles sont données. Il sait ce que c'est. Il sait que ça fait 2,70 m. Donc il n'a même pas besoin de les mettre. C'est pas... Et il sait que là, il a ses poteaux. Il a un poteau là, 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 il a un poteau là. Il a ses poteaux. Et là, il va mettre il y en a un en plus avec un contreventoir. Et là, on va installer les coulissants. Avec ça, il a fait son projet. Il sait ce qu'il peut faire. Il a besoin d'aucun autre dessin pour faire son projet. Ensuite, éventuellement, il lui faut une coupe pour faire la toiture, mais c'est tout. Et ça fait les plus beaux bâtiments que vous voyez au Japon, les plus merveilleuses villas que vous voyez au Japon, c'est fait avec des choses comme ça, ni plus ni moins. Les plus merveilleuses architectures du Japon, c'est ça. Et ça n'a pas changé. Voilà ce que ça donne. Fin août. Et donc, on a également fait un jardin, c'est ce qu'on fait aussi à Chaumont. On a fait tout le jardin, là. On a transporté 11 tonnes ça c'est des pierres qu'on a été chercher sur le rivage. Ça, c'est un bois flotté, là, qu'on a été trouvé sur le rivage aussi. Ça, ce sont les fameuses auvents. Et ça, c'est le pavillon. Vous voyez, les auvents, ils augmentent. Et là, on a fait aussi un jardin sec avec du sable, de la chaux, et on a mis des tuiles sur champ pour créer des motifs. Là, c'est un poisson, une sorte de grand poisson. Là, c'est un bloc de pierre qui tombe dans l'eau et qui fait des raies dans l'eau. Et c'est par là aussi qu'on rentre. Donc c'est à la fois un pas pour rentrer sur la terrasse. On continue là. On a rajouté un élément de plus. On a rajouté les portes et on a retouché les portes en fait. Donc on a joué sur des éléments opalescents, transparents et même miroirs. Donc on reprend des portes qu'on a trouvées dans les maisons en ruine d'à côté pour en faire un élément qui parle à ces gens, parce que pour eux c'est une construction très simple. Et en même temps, quand ils voient le jour où les gens voient l'auvent, au début ils n'ont pas compris que c'était l'auvent ça faisait des sardines. Et un jour, vous voyez un gars qui vous dit mais c'est les trucs des sardines là. Oui, c'est les trucs des sardines, vous avez raison. Et là, les gens comprennent ce que vous avez fait. Ils comprennent que on n'est pas dans la grande théorie de l'architecture. En même temps, on y est. On a travaillé avec les ressources de l'île, comme ces gens pouvaient le faire. Voilà. Donc les jeux de déconstruction, ça c'est des jeux contemporains, bien sûr, à partir d'éléments anciens. Voilà les auvents. Alors, les auvents, donc, ça c'est l'auvent, ça c'est les bambous qu'on a été coupés. On a mis ça avec des systèmes de câblage. Alors là, on est dans le contemporain. Et ça, on a mis 3 mois à le mettre au point, parce qu'il s'agit d'une part de le dessiner, mais ensuite il s'agit de voir si on arrive à le faire. Il faut le faire avec des gens comme vous. On est 10 là comme des 10 crétins, ou presque, ou semi-crétins,
à se dire, bon c'est très bien, le dessin est très beau, mais comment est-ce qu'on va le réaliser? Donc il y a une chose, c'est de penser la structure, l'autre c'est de penser la réalisation, et c'est pas la même chose. Quand vous devez trouver les joints, la façon dont le câble va passer, va pas entailler le bon bout, sans ça coupe, etc., etc., etc. Là, vous êtes à la fois dans la structure, et ça j'ai donné comme exercice à mes étudiants. On va faire, j'ai donné les premières esquisses, voilà, on va faire l'auvent comme ça, et vous travaillez dessus. Et on a mis 2 mois avant de trouver la bonne courbe, le bon caténaire, voir comment ça travaillait, quels éléments il nous fallait. Voilà, c'était un exercice de style, mais appliqué. Ensuite, on l'a construit. Voilà, je continue plus vite. Les gens du village, le charpentier, là, le matin, ils sont en train d'attendre à 6h du matin si le bateau part pour aller emmener les poissons, pour aller pêcher les poissons. Le charpentier, il est poissonnier, il pêche et il charpente. Et quand les poissons sont là, c'est les poissons qui priment. Et il attend, la charpente attendra. Là, c'est un type très célèbre. Il conduit cette espèce de truc qui pèse des tonnes au pied. Et il monte les pentes. Il conduit ce truc-là qui doit peser. Chaque sable fait une demi-tonne. Il a 3 sables. Il a 2 tonnes dans son chariot. Et il monte des pentes à 15 degrés en regardant comme ça et en conduisant avec le pied. Il est tellement connu dans les îles qu'il a fait l'objet d'un programme télé. Un troisième, les gens de l'île, là, lui, il nous a donné des tas de conseils pour le jardin, et ensuite c'est lui qui a gravé aussi sur un des bois flottés, il a gravé le nom du pavillon. Voilà les joyeux lurons. C'est pas fini là. Hein. Et voilà un dessin qui résume toute l'histoire. Voilà, on a refait ce dessin là très récemment là, et on a gagné un grand prix avec ça d'ailleurs. On a refait le dessin qui juste en une seule page exprimait la substantifique moelle du projet. Le résultat, bien sûr, mais tout ce qui a servi à faire le projet, tous les éléments de structuration du projet, tous les éléments qui ont servi à partir de l'île au projet. Tout vient de l'île. Je vais aller plus vite, parce que là je dois être déjà un peu en retard, non je sais pas, je vois 23 minutes là, mais ça doit être faux là. Je suis à plus de 23 minutes. Voilà, ça c'est l'affiche de l'exposition, c'est une maison dans la montagne. Voilà, donc en quelques notes pour qu'on comprenne, la maison est située sur une pente face à un volcan qui n'est pas éteint, qui est en activité, et donc c'est une pente très forte, et vous êtes face à ce volcan. Et voilà où vous êtes. On vous a appris en architecture, on vous donne un terrain, on vous donne des côtes, etc. Et vous arrivez sur place, et le terrain il est là. Mais le terrain il est où ? Et le terrain, il passe, je pense, entre les arbres là-bas, il monte là-haut. Là, on a une pente de 20% pratiquement. On monte à pied, mais... Et puis, il y a les sous-bois. Les sous-bois, ils sont comme vous. Donc, je dis au client et à la personne de l'agence locale qui est en train de lui vendre le projet, de se mettre là pour que j'arrive à comprendre la taille des choses, pour que ça se rapporte à une dimension humaine. Si à personne, je suis incapable de dimensionner ça. Donc j'ai essayé d'arriver à comprendre un petit peu, d'abord où sont les pentes, quelles sont les tailles. Essayer de comprendre un peu le sujet. Là, on retrouve, c'est à l'automne, on voit apparaître le volcan, car le client voulait que dans la pente, on se mette à un endroit où il puisse voir le volcan. Donc il fallait trouver la bonne cote. On n'a aucun document, ça n'existe pas, c'est la forêt. Ensuite, on va travailler avec Google Maps, et sur place pour essayer de comprendre où on est. Sauf que, là, vous ne comprenez rien du tout. Vous savez, il y a des arbres partout, donc vous êtes dans la forêt, et vous essayez de déterminer ce qui se passe autour. Donc, là, on est vraiment dans l'architecture, quelque part, pour moi, la vraie architecture. On est dans le faire, avec les moyens du bord, avec la compréhension que vous, humains, vous avez avec vos yeux, avec votre corps, en parcourant, en marchant, en essayant de comprendre le lieu. Voilà l'idée. Au départ, on s'est donc placé en hauteur. Ensuite, comment on se place ? Où est-ce qu'on se place dans le bâtiment, dans le terrain qui faisait 6000 m², donc un très grand terrain. On se place à un niveau, on se place sur l'épaule et on se dit voilà, on part d'un bâtiment très simple, bâtiment à 2 pans, et on se dit oui, mais le client dit moi je veux absolument voir du salon, je veux absolument voir le Mont Sama, c'est le volcan. D'accord, donc là, le corps du bâtiment principal, ce sera
orienté vers le volcan. Et on va le casser en 3 parties, on va fractionner la maison, de façon à ce qu'il y ait des panoramas différents. Au lieu de faire un seul panorama, on va en faire 3. Il y a ce panorama-là, il y a ce panorama-là, qui est le principal, le volcan, et il y aura celui-là. Et là-dedans, il y aura les chambres des enfants et l'entrée. Ça se fait petit à petit, hein, ça fait en 2 ans et demi, le dessin. Là, il y aura la salle principale, et là, il y aura la chambre des parents. Voilà le dessin réalisé, le plan. Donc, vous voyez, et en fait, ça va avoir un hameau. C'est un petit hameau dans la montagne. Au lieu d'avoir une seule maison, on va voir comme c'est brisé en plusieurs morceaux et que vous avez derrière aussi un garage qui est enchâssé dans la pente. Quand vous arrivez ici, vous êtes 20 mètres en dessous de la maison. Hein. Et donc, vous voyez dans la pente au-dessus de vous un petit hameau. Vous allez voir. Là aussi, c'est jeu de référence. On pense, parce que là, on arrive par en dessous. Un pavillon du XIe siècle, très célèbre, sur la côte ouest, la côte de la mer du Japon, qui est accroché sur des pilotis dans la montagne, et nous, on est dans la même situation. On l'accroche, donc on va le montrer. Donc, il ne faut pas que les structures disparaissent, il faut qu'elles soient, de toute manière, soient posées sur les structures, qu'il apparaissent comme posées. Donc, d'ici à là, on a une structure métallique, et au-dessus, tout est en bois. Donc, c'est un bâtiment hybride. La structure en bois et le bâtiment en bois est comme posé sur cette structure extrêmement prégnante, qui est en métal, qu'on a argenté pour que ça fasse, pour qu'on le voit, pour que sur le noir ça se détache, pour accentuer l'effet de structure. On a effectivement aussi accentué, on a bien regardé les grands auvents à chevrons des temples, de façon à avoir une structure très expressive. Et puis derrière, on a nos corps de bâtiments principaux noirs, tout simple, avec des toits de hauteur différentes et de formes différentes, pour avoir cette espèce d'effet de hameau, d'effet de maison. Alors c'est vu par un drone, ça c'est pas vu par un humain. Hein. Le drone c'est de 20 mètres en l'air, donc ça personne ne peut voir ça. C'est juste pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Voilà l'arrivée, là on est dans la route en train de monter à la maison. Elle vole vers vous. Quand on faisait ça, on pensait un petit peu, toute modestie, sans modestie, à la maison de Los Angeles, vous savez, la superbe maison Koenig. Voilà, merci Georges. Et là, on approche. Là, on est donc beaucoup près de la maison. On a posé des pierres de lave pour juste terminer, des pierres volcaniques pour border la route. Et puis ensuite, la nature. Et la maison apparaît comme posée, comme flottante en l'air. Et même à la limite, on ne les voit pas. Comme c'est argenté, ça réfléchit légèrement. Donc on les voit pratiquement pas. Il y a des endroits où on a l'impression que la maison est toute seule. On se demande par quelle magie elle flotte. Là voilà, vous voyez, là on voit pas. Là ils disparaissent. On a pratiquement la même taille que les fûts des arbres. Donc ils disparaissent. Et vous avez donc ces bâtiments, ces 3 corps de bâtiments, tout en bois. C'est du cèdre brûlé, vu depuis le garage derrière. L'entrée, donc on va passer la passerelle. Et alors à l'intérieur, on change de monde. Là, on a mis une pierre de seuil. C'était un peu haut, et puis on voulait donc créer un effet de progression. On rentre là-dedans, donc là, on passe vraiment dans des choses très épurées. Ça, c'est l'entrée. Et on change comme toujours au Japon, on enlève ses chaussures en rentrant. Donc vous avez vos chaussons là pour qu'ils vous attendent. Tous les mobiliers sont arrêtés de façon à laisser les toitures flotter au-dessus, comme dans des granges en quelque sorte. Donc les mobiliers ne vont jamais jusqu'au plafond. Les mobiliers, par certaines pièces d'ailleurs, hein, ce mobilier-là, c'est un mobilier, c'est à la fois des rangements, c'est les toilettes, c'est la buanderie. Donc toutes ces pièces, ces petites pièces de service sont resserrées, sont comprimées en hauteur, et c'est presque comme une sorte de mobilier en fait. Et donc on crée des vues, les fameux panoramas. Donc dans la maison, on a des panoramas différents, pardon. Là, la grande pièce centrale, on a dessiné tout, la cheminée, les chaises, et ça qui est un système, là d'abord ils peuvent manger, ils peuvent griller de la viande là-dessus, et ils peuvent s'asseoir là et se chauffer. Donc c'est un système qu'on a au Japon, où au Japon il fait toujours froid dans l'intérieur. Et donc quand on a froid, la pièce est froide, mais la zone où on se trouve n'est pas froide, et donc ça c'est chauffé. Donc il peut y avoir une température, disons, je sais pas, de 15 degrés ou 16 degrés dans la pièce, et là, ils sont bien au chaud, souvent il fait 25, là. Et il peut y avoir éventuellement une couverture sur eux. C'est un système tout à fait traditionnel qu'on utilise encore aujourd'hui. Voilà la pièce vue à vue d'ailleurs, je tourne pour vous montrer donc les vues et comment fonctionne la pièce. Voilà la pièce. Alors, vous voyez, donc, de nouveau, ça c'est la cuisine ouverte. Et donc, le même principe, hein, le mobilier ne va pas jusqu'au plafond, donc c'était une grande halle.
Et le mobilier est comme posé dans la halle. La pièce cuisine devient un mobilier. Les chambres, la chambre des enfants, chaque corps de bâtiment a une coupe différente. Donc les plafonds sont différents. Là, ça ressemble un peu, les plafonds sont un peu découpés comme des origamis. Chez les parents, ils ont une voûte, donc c'est sans fin. Quand on est dans son lit, on n'arrive pas à savoir à quelle hauteur se trouve le plafond. Et pour terminer, la baignoire extérieure, on peut prendre un bain là. Alors madame est très jolie, elle a décrété qu'on ne verrait pas ses fesses, et donc monsieur y va, parce qu'on peut, là on peut parfois, depuis la route qui est quand même très loin, on pourrait éventuellement vous voir. Mais madame étant très jolie, c'est vrai que... Et elle a raison d'ailleurs, c'est vrai, elle est très jolie. Donc personne ne verra ses fesses. Et là je termine, pour vous montrer que, bon, il y a ça, pour en revenir à ce que disait Georges au départ, qu'on est éclectique. On est éclectique parce que, je vous ai parlé de tout ça, on est éclectique parce que les lieux sont éclectiques, parce que les gens sont éclectiques. On n'a pas des clones face à nous, on a des gens différents, avec des cultures différentes. Voilà, donc ça c'est en train de se terminer, c'est terminé là au moment où je suis là, on est en train de le terminer. Ils vont ouvrir l'école en avril, pour les enfants, c'est une école primaire. Alors l'école elle est là, hein. Contexte éminemment urbain, il y a une autoroute urbaine gigantesque là. C'est pas, à mon avis, je mettrai mes enfants, bien que cette architecture soit magnifique. Je ne mettrai pas mes enfants là. Donc là, on est dans. Là, notre agence est à 1 kilomètre de cet endroit-là. Donc on est vraiment. Notre quotidien, c'est ça. Donc vous voyez, quand on travaille sur les îles ou dans la montagne, on est complètement ailleurs. Voilà où on est, on habite là. Et l'école là, donc on est très simple. C'est des panneaux de ciment à l'extérieur, très, très sobre, très dur, mais à l'intérieur, très dur, très sobre. On n'est pas dur, on est sobre. Et à l'intérieur, par contre, les matières vont venir. Vous la devinez, tout est en bois à l'intérieur. C'est des bois, c'est du tilleul, donc c'est un bois en France, on utilise plutôt du peuplier. Hein. C'est un bois jaune, et très beau. Il y a peu de nœuds, il est très doux au regard. À l'extérieur, par contre, c'est assez sobre. C'est un projet dans lequel il y a pas beaucoup d'argent, mais il y a aussi les structures. Vous voyez, les structures sont très apparentes. Des structures qui traversent tout le bâtiment de haut en bas, des structures obliques, qui donc, vous avez cette boîte, et puis vous avez ces structures qu'on voit, qui créent une sorte de deuxième langage, de deuxième expression derrière la structure dure, répétitive. Vous avez ces grandes lignes. Et puis, des taches de couleurs. Là, c'est le grand escalier, tout en tilleul, en contreplaqué de tilleul, l'azuré vert, et l'escalier. Voilà, là c'est la bibliothèque, là les gens peuvent voir depuis la bibliothèque, ils peuvent regarder l'escalier. Les salles de cours, là on a pensé ça comme une rue, et puis ensuite, c'est des carreaux de 30 par 30 en plastique, hein, donc ça vaut 3 francs 6 sous. Mais donc on rentre dans ces salles de cours avec cette espèce d'effet de carrelage et de parcellisation, de pixelisation. Donc comme c'était des pavés qui se cassaient, qui se fracturaient. Et on rentre dans la salle qui, elle, est entièrement en bois de tilleul, donc elle est chaude. Et voilà, pour le jardin du présent intensément, pour terminer, pour clore la séance. Voilà le dessin. C'est pour ça que j'ai les mains bleues, hein, vous voyez, donc tout ça c'est peint en bleu. Alors les gens disent bleu Klein, mais c'est pas le bleu Klein. Le bleu Klein, en fait, c'est un indigo japonais. Et Klein a repris la couleur japonaise traditionnelle, c'est les pigments japonais. Qui a une couleur lapis lazuli. Là, je rentre pas dans le détail. Vous pouvez aller voir le bâtiment, il sera bientôt fini. Enfin, le lieu, pardon. La haie, c'est pas nous, ce sont les lieux qu'on nous donne. C'est un très beau château, c'est le château de Chaumont-sur-Loire, c'est le Festival des Jardins. Ça ouvre dans 3 semaines. Donc là, on a passé toute la semaine dernière, j'y retourne en début de semaine prochaine. Voilà, donc c'est en fait, c'est 2 mondes. C'est le présent intensément parce que les gens arrivent, ils traversent avec des pas, ils traversent un champ de gravier blanc. Là, le mur, là, en fait, il n'est pas comme ça. Vous voyez que ça évolue. Vous allez voir que ça évolue. Le mur, alors, il y a plus qu'une ouverture. Là, il y a un carré. On verra un arbre. Là, il y a un arbre qui traverse une fenêtre. Et là, donc, il n'y a plus de passage. On va là, en passant sur les pas, on se déchausse et on rentre par une petite ouverture. Là, on est obligé de se déchausser, de se baisser. Et il y a juste ce petit auvent là, avec une terrasse derrière. Là, et donc, l'auvent là, il est surbaissé. On aura 2 façons de voir le jardin. L'autre monde. C'est le miroir d'Alice. Mais c'est un miroir en bois. On passe le miroir, on change de lieu, on est dans le présent intensément là. On est brusquement, on s'assoit sur la terrasse, on est sans ses chaussures, on est pieds nus ou en chaussettes, on est assis et on regarde cet étang mais qui est intense et qui est fait en fait c'est des gravats. On a trouvé des gravats de béton
et on a repeint un étang au milieu. Alors on n'a pas gardé cette forme-là, et dans cet étang, il y a des buissons d'azalées, et puis il y a des arbres, il y a les mêmes érables que vous avez derrière, là, dans le petit jardin, des érables, des cerisiers. Il y a un cerisier là qui est déjà en fleurs cette semaine, il est très beau. Et donc là, les deux mondes, et on rentre donc dans le présent intensément, on s'assoit et on regarde et on contemple. Voilà le jardin tel qu'il est fait, il n'est pas encore fait. Là, on n'a pas fini l'étang. L'étang, il va être plus étendu par là. Finalement, il va avoir une forme ovoïde. Il est là. Il va prendre tous les buissons. En fait, tous les buissons flottent dans l'étang et les arbres sont à l'extérieur. Et puis là, en fait, ça va être caché. Il va y avoir juste devant là un grand mur noir en bois brûlé avec juste l'ouverture ici. Et ici, un arbre. Là, je le vois pas. On ne voit pas. Mais un trou là pour voir un arbre. Les branches passeront à travers les planches de bois brûlé. Et là, vous aurez donc juste un petit auvent, et vous aurez l'auvent étant très bas. Quand vous êtes assis sous l'auvent, vous ne voyez que le jardin. Donc il est infini. Il n'y a pas de fond. On ne sait pas où ça s'arrête. Et si vous vous déplacez sur le côté, je reviens à la première. Si vous êtes là sous l'auvent, ici, l'auvent, vous êtes assis, et l'auvent s'arrête ici. Donc il ne vous laisse voir que le jardin. Donc on ne sent pas la profondeur. Quand vous bougez ici, car derrière l'estrade, la planche va plus loin, vous avez le ciel, alors brusquement tout s'ouvre, vous êtes sous le ciel, et là c'est un autre infini. Donc ce sont ces petits détails qui feront, j'espère, la beauté de la chose. Tout n'est pas fini. Au moment où je vous le dis, l'autre jour, je me suis réveillé en sueur en me demandant si on allait y arriver. Je vous montre une chose, donc aujourd'hui on en est là. Je ne sais pas du tout si on va réussir notre coup. Si ça se trouve, on ne va pas faire aussi bien que ce qu'on pensait. Parce que c'est des choses là, les pierres, on les a dessinées là, on a complètement changé les pierres sur place, on a hésité, on a douté, mais là encore, au moment où je vous le dis, très sincèrement, je doute. Je ne sais pas si on a mis les pierres au bon endroit, je ne sais pas si l'étang bleu qui s'est étendu, sans jeu de mots là, c'est bien ou pas. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Et on en revient aux maquettes de maquis, où il n'y avait pas la solution, la vraie solution, la bonne solution, ça n'existe pas. Je pense qu'un architecte sérieux, il est toujours dans le doute. Je suis sûr que Albert ou Georges ou d'autres architectes dans la salle, quand ils ont fini un bâtiment, ils ne sont pas sûrs d'avoir réussi leur bâtiment. Et le dernier truc, ça c'est une primeur, je le fais souvent, j'adore ça, le plus bel objet japonais. Ça c'est pas de moi, c'est un ready-made, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est un truc génial. Parce que c'est un objet de design, c'est un truc qu'on voit dans toutes les gares du Japon, on vous le donne, c'est gratuit, c'est des Kleenex. Vous, dans un papier en plastique, ce qui paye le Kleenex, c'est le petit insert en papier que quelqu'un a inséré là-dedans, qui est le publicitaire, ça vous fait une publicité pour n'importe quoi. Vous avez ça, donc vous le prenez, c'est le Kleenex, vous voyez éventuellement la publicité. Vous ouvrez là, c'est déjà précoupé, vous ouvrez, tac, comme ça, prenez un Kleenex, c'est génialissime, hein. Prenez le Kleenex, et vous ne faites pas ça. Vous le mettez là, ils ont fait une petite pochette, vous le mettez là. Vous vous rendez compte, là, il y a un gars, je ne sais même pas si c'est un gars, qui a dû passer des heures, voire des jours, à faire ça. Alors, nous, quand on fait ça, je me dis, on est des rigolos. Le vrai designer, c'est ce gars-là. Et je vous le dis sincèrement, la personne qui a fait ça, je ne sais pas qui c'est un inconnu, pour moi c'est extraordinaire. Parce que je ne sais pas si c'est beau ou pas beau, mais peu importe, c'est peut-être beau, c'est peut-être pas. Mais l'ingéniosité, toutes les petites choses, le truc découpé, donc ça tombe pas, ça reste vous savez, le Kleenex qui tombe, on les chope plus, ils sont tous bousillés. Non, là ça reste, là, ce truc-là, il fait 3 mois qu'il est dans mon sac, il n'est pas abîmé. Là, le truc qu'on jette pas. Là, la publicité qui paye la petite enveloppe de Kleenex, c'est génialissime. Les gens qui ont pensé à ça, ce sont des génies, pas de l'architecture, mais des génies du design. Et voilà. Mais est-ce que j'ai peut-être outrepassé un peu mes droits au niveau de la... Oui, je pense un peu. Bon, le temps présent. Merci pour cette démonstration. Maintenant, si vous voulez bien... Alors ceux qui partez. Mais partez vite que je vous vois pas, parce que... Pour les autres. Je m'excuse, hein. C'est un peu long. Est-ce qu'il y a... Oui, mais enfin, on a un vrai témoignage de vécu, on a des situations où tu travailles aussi bien dans l'hypermodernité que dans l'archaïque.
Et donc, voilà, les questions sont ouvertes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Manuel et sur sa démarche? Il a évidemment montré qu'une toute petite partie de son travail, mais je pense qu'on sent cette attention à tout l'environnement et à l'histoire. Juste une chose qui m'avait choqué, les réseaux sociaux, ça d'extraordinaire, qu'il y a des moteurs de recherche qui essaient de vous définir. Et là, il y a 15 jours, enfin il y a 3 semaines, quand Georges m'a invité, l'école m'a invité, brusquement, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu apparaître dans mes mails des invitations à regarder les conférences que vous aviez ici, que je ne connaissais pas. Alors, il y a un moteur de recherche qui, quelque part, a découvert que Manuel Tardis allait venir faire une conférence. Donc, pof, je reçois. Et je trouve une conférence avec Rudy Ricciotti. Et donc, il y avait Georges qui présentait Rudy Ricciotti, enfin, je pense qu'on le présente. Et Rudy lui dit, toujours un peu méchant, toujours un peu gentil, mais toi, Georges, tu as sacrifié ta carrière à tes étudiants. C'est-à-dire que tu as sacrifié ta carrière d'architecte à tes étudiants. J'entends ça, je me dis, oui, peut-être que. Et puis, je pense à ce Pritzker Prize, le dernier, celui de cette année, l'architecte indien Doshi, qui vient de recevoir le Pritzker Prize, le plus grand prix de la planète. Et je parle avec un copain indien, par mail bien sûr, merci les réseaux sociaux, je lui dis mais Doshi c'est bien, mais moi je préfère Charles Correa. Si vous ne savez pas qui est Charles Correa, regardez Charles Correa, un vieux aussi. Je lui dis je préfère Charles Correa. Il me dit oui, c'est vrai, moi aussi. Mais Doshi, il a une chose que n'a pas fait Correa, c'est qu'il était enseignant. Voilà la réponse que Georges aurait dû faire à Rudy Ricciotti. Je suis architecte et enseignant, et moi j'aurais le Pritzker Prize, mais pas toi. Oui, c'est gentil, je me le souhaite. Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même une tradition française, pas que française d'ailleurs, mais quand même le tripode, dont tu es un exemple parfait. Tu es architecte libéral, et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu insistes sur l'idée que, parce que avec maintenant les doctorats, la pensée, les enseignants-chercheurs, on s'éloigne un peu de cette question-là. Mais l'architecture, et ça, c'est Vitruve, le premier qui l'énonce, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, c'est penser et réaliser. Et c'est jamais l'un sans l'autre. Et les exemples que tu nous as montrés sur cette question et la façon dont tu décris comment vous avez trouvé le caténaire pour tenir les filets à poisson, etc., etc. Je veux dire, c'est toute cette dimension du passage à l'acte et de cette capacité à faire la synthèse entre le dessin, la pensée et puis sa réalisation dans le détail et sa mise en œuvre. Et donc quelque part, toi, dans ta pratique architecturale, dans ton enseignement et dans le fait que tu écrives des ouvrages, tu es exactement dans cette tradition classique, française mais internationale aussi aujourd'hui, de ces 3 activités, c'est-à-dire penser, réaliser, être un passeur, c'est-à-dire traduire et passer ce savoir-faire aux autres, et ça c'est une grande marque de générosité, et aussi de le faire par les mots, par l'écrit. Et donc, quelque part, tu es dans cette synthèse totale que sont les mots, les formes, les matériaux, et puis la pédagogie. Voilà. Donc, encore une fois, merci d'être venu et de nous avoir fait ces superbes commentaires de tes projets qui couvrent aussi des échelles très différentes. J'ai été très sensible aussi. Tu as évoqué plusieurs fois la Villa Katsura, qui m'a valu d'être interdit de séjour pendant 6 mois au Japon. Mais cela dit, le petit pavillon perdu là au-dessus de Kobe, je trouve que c'est magnifique parce que il y a la tradition, c'est-à-dire que ce que tu disais aussi de ce Japon-là, des charpentiers, c'est qu'il y a une tradition orale, c'est-à-dire qu'au-delà des plans, il y a une façon de faire, un savoir-faire qui se transmet, où on reconstruit des œuvres tous les 50 ans, 30 ans. Et dans cette richesse-là, c'est-à-dire pour maintenir en fait le savoir-faire, pour maintenir les compétences, c'est de refaire, de répéter, de réitérer en permanence les mêmes gestes, les mêmes actes pour s'inscrire dans cette tradition sans la renouveler. Et puis en même temps, c'est ce qui fabrique les espaces et les choses les plus contemporaines, innovatrices. Je trouve ça
assez exceptionnel. Et dans ce petit pavillon, il y avait une façon de réinventer, je ne sais plus comment s'appelle cet espace, où il y a effectivement l'ikebana et la pensée. Tokonoma. Voilà. Et le fait de l'ouvrir, c'est-à-dire de remplacer la composition florale par finalement l'environnement qui est là, cette magnifique forêt, cette magnifique nature, et de laisser le son entrer, et la pensée et le regard s'échapper, je trouve que c'est là une vraie relecture critique de l'espace traditionnel qui fonde une grande partie de la pensée japonaise, quoi, le pavillon de thé. Et ça, je trouve que vous en rendez pas forcément compte parce que c'est une histoire qui est riche, mais là, avec quelques panneaux de MDF, etc., repenser, c'est comme revoir le pavillon de Barcelone, quoi. Repenser, etc. Et ça, c'est magique, avec quelques bouts de planche, et puis une simplicité archaïque. Et tu as parlé de cette archaïque, et c'est en ça que je pense que vraiment, ouais, t'es un situationniste, quoi. C'est-à-dire que tu prends la situation et tu la transformes. Et c'est ça la beauté de cette discipline, finalement. Tout à fait, absolument. Merci. Merci à vous. Merci et bonne chance à Chaumont.